Le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Sud Radio, la radio qui aime l'auto. Oui, on l'affirme bien fort. Oui, même si quelqu'un qui était assis à ma place juste avant prétendait que c'était pas écolo 2 heures d'auto. Non mais sauf que quand on n'y connaît rien, on se tait. Voilà. Moi on m'a toujours dit, si tu n'as rien à dire et si tu ne connais pas ton sujet, tais-toi. Sud Radio, la radio anti-bobo. Voilà, ça va être mon nouveau slogan. Parlons vrai, quoique moi je connais des amis qui sont un peu bobos et qui adorent l'auto, hein, évidemment. Bon, en tout cas, vous êtes avec nous également. Bonjour Dame Laurence et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Encore, mais vous êtes nombreux et ça nous fait plaisir. Bonjour l'ami Jean-Luc. Vous avez passé une bonne semaine ? Oui, je suis allé dans les Alpes et il faisait très très beau à côté d'Annecy, essayer BMW X1. Alors je peux pas vous dire comment c'est, on n'a pas le droit avant la semaine prochaine, donc ça sera l'essai de la semaine prochaine. D'accord, mais en tout cas vous avez mis de belles photos de paysages magnifiques sur votre page Facebook. Sublimes. Puisque je parle des paysages Facebook, des pages Facebook, rendez-vous également avec nous et avec vous sur la page Facebook de Sud Radio. Vous êtes nos co-animateurs. Je me prête évidemment ma voix pour donner un peu vos messages. 0826 300 300 pour nous appeler en direct, poser toutes vos questions, réagir. Et puis je participe @sudradio.fr pour nous écrire un mail et intervenir prochainement, pourquoi pas, dans l'émission. Et pensez à laisser votre numéro de téléphone, voilà. Pour que l'on puisse vous rappeler. Quelques sujets évidemment de ces 2 heures magnifiques. On en a marre des ralentisseurs illégaux. Ouais. Alors, mais surtout, l'État va-t-il être condamné pour son inaction contre les ralentisseurs illégaux ? Et ben, vous savez quoi ? Il y a 3 procédures qui viennent de débuter. C'était hier, donc on est dans le feu de l'actualité. On va en parler tout de suite. On parlera aussi de bornes de recharge ultra rapide. Oui. Puisqu'il y en a une nouvelle qui a été inaugurée cette semaine en Normandie. 360 kW. Alors, il y a plein de questions qui vont autour de ça. On développera tout à l'heure. On ira au salon du véhicule de loisirs. Voilà, on ira. Alors, on peut y aller y dormir avec son camping-car en plus si vous voulez. Ça dure jusqu'au 2 ou 3 octobre, donc ça vient de commencer. Et on parlera de quelque chose que j'adore demain, de Chantilly, art et élégance. Alors c'est un peu plus chic. Pas la crème. Voilà. Si, c'est la crème de l'art et d'élégance. Véhicule de collection avec concours d'élégance demain, concours d'état. Bref, vous l'avez compris, on parlera de plein de choses pendant ces 2 heures. On est ravis d'être en votre compagnie. Rejoignez-nous, je vous embêterai avec ça toute l'émission puisque vous êtes nos co-animateurs, vous aussi amateurs et passionnés automobiles et tout ce qui roule. 0826 300 300. Bastien est aux manettes, il va tout faire, y compris les images qui vont passer sur la page Facebook de Sud Radio. Et c'est, je crois, Jordan qui nous accompagne du côté du standard aujourd'hui. C'est parti. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. L'État va-t-il être condamné pour son inaction contre les ralentisseurs illégaux ? On accueille tout de suite notre invité. Il s'agit de Thierry Modolo. Bonjour Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour Dame Laurence, bonjour Jean-Luc. Président de l'Association pour une mobilité sereine et durable. Alors Thierry, il y a un petit moment, dans une autre vie, je sais qu'il m'écoutait assidûment et puis il n'arrêtait pas d'envoyer des messages. J'ai changé de voiture à cause des ralentisseurs. Je me suis dit, bon, ce gars-là, il a forcément quelque chose contre les ralentisseurs et il a raison d'ailleurs. Et depuis, il a fait quelques actions émérites, voilà, c'est le mot, fondé une association et il est vraiment parti en guerre contre ces ralentisseurs illégaux. Et la nouvelle étape après, alors on va rappeler Thierry, vous avez fait une étude, c'était au printemps dernier, c'est ça, hein, une étude sur l'impact en matière de pollution des ralentisseurs. C'est significatif quand même, ça accroît la pollution, les ralentisseurs, et aujourd'hui vous attaquez l'État puisque l'État ne fait rien contre cette pollution. En gros c'est ça, j'ai fait court, on va développer maintenant. Oui, alors c'est même plus qu'en gros déjà. Oui, effectivement, donc en mai 2021, avec nos partenaires de la Ligue de défense des conducteurs, nous avons réalisé une étude, donc on a fait construire des ralentisseurs, donc une route plate, un ralentisseur conforme et un ralentisseur non conforme, qui est la copie d'un véritable ralentisseur qui existe notamment dans la métropole de Toulon. Nous avons fait donc des essais toute une journée, de manière à montrer l'impact des ralentisseurs sur la pollution atmosphérique et en même temps sur tout ce qui est rejet de gaz à effet de serre et notamment de CO2, puisque l'État s'appuie là-dessus pour surtaxer les véhicules français d'une manière générale.
D'accord. Donc, alors, ça accroît deux chiffres, ça accroît la consommation et la pollution de combien à peu près les ralentisseurs? Donc on a pris 2 véhicules représentatifs du parc français. On a pris une Clio 4 avec un moteur de 1 litre de cylindrée, donc un tout petit moteur, et puis un 3008 avec un moteur 1 litre de PureTech. Voilà, donc c'est les 2 véhicules les plus représentatifs, dans des véhicules avec des petites motorisations. Et malgré tout, on a mis en avant une surconsommation minimale de 25%, donc on n'est pas dans l'épaisseur du trait, on est quand même sur quelque chose de plus que conséquent, et une augmentation des rejets de CO2 de plus 27% au minimum. Donc après ça va dépendre de la typologie du véhicule, de sa motorisation, et on peut facilement s'imaginer que quand des poids lourds toute la journée ou des bus passent sur ce type d'infrastructure avec des moteurs de 10-12 litres de cylindrée, les rejets sont colossaux. Et encore, vous n'avez pas mesuré les émissions de particules de freinage, qui, elles, sont aujourd'hui les particules les plus dangereuses. Mais on se doute bien que quand on va arriver sur un ralentisseur, on va forcément freiner. Et quand on a des ralentisseurs multiples, on multiplie par autant en fait, des freinages qui n'auraient pas été nécessaires si on avait roulé à une vitesse constante sans les ralentisseurs. Et plus ils sont hors normes, plus on freine. Exactement. Plus ils sont pas dans les... Ouais. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est, alors pour répondre à Laurence sur ce point-là, le ralentisseur donc non conforme que nous avons construit, avec les 2 véhicules, y compris donc avec le 3008, il a été impossible de le passer à une vitesse supérieure à 18 km/h, alors qu'un ralentisseur normalement doit pouvoir être passé à 30 km/h sans dégrader le véhicule et dégrader la vie à bord. Donc 18 km/h, à cette vitesse-là, on était déjà sur la butée des amortisseurs. C'est-à-dire qu'on commençait à endommager la structure mécanique du véhicule, y compris bien entendu la première chose qui prend un coup, c'est les pneus. C'est-à-dire qu'on est sur des vitesses où on va détruire l'âme du pneu. Alors Jean-Luc pourra vous expliquer ce que c'est, mais c'est toute la partie avec la structure, la trame de fabrication du pneu à l'intérieur. On détruit les pneus et ces pneus-là après peuvent vous lâcher à 130 sur l'autoroute et faire un carnage. Donc c'est très dangereux. Alors vous n'êtes pas allé jusque-là quand même, mais vous avez décidé d'intenter des actions en justice contre l'État cette fois, parce que en fait l'État n'a rien fait. Pour la sécurité, la santé des usagers qui sont à proximité des ralentisseurs. Et on n'a même pas parlé du bruit, parce que ça génère également un bruit supplémentaire. Oui, alors pour le bruit, on est sur du x8, c'est-à-dire qu'on a 8 fois plus de bruit dans les habitations environnantes que si la route était plate. Pour juste revenir sur la partie particules fines, là on s'est basé sur une étude d'Atmosud, et Atmosud nous avait dit que la partie particules fines des plaquettes de frein et des pneus, parce qu'il ne faut pas oublier les pneus au moment où on freine et au moment où on réaccélère, on est de plus 300 à plus 1000%. On est là aussi au-delà de l'épaisseur du trait. D'accord, donc c'est pas juste un petit peu plus de pollution, c'est beaucoup plus de pollution, donc on met en danger la vie d'autrui avec les ralentisseurs, l'État ne fait rien, donc quelles actions vous avez décidé d'engager pour faire bouger les choses vraiment? Alors comme l'État ne fait rien, alors qu'il est garant du respect de la réglementation par les élus locaux, on a décidé de les mettre en demeure, donc c'était fin juin, début juillet. On a mis en demeure la Première ministre, l'État et le ministre des Transports et son ministre de tutelle, M. Béchu. Comme nous n'avons eu aucune réponse au mois de septembre, nous avons décidé donc de lancer 5 actions. Nous avons une action devant le Conseil d'État afin que ce dernier nous dise si un texte réglementaire est inférieur à un guide du CEREMA sur lesquels s'appuient certaines juridictions administratives pour prendre leurs décisions et balayer d'un revers de main l'illégalité des ralentisseurs. Nous avons une deuxième action qui est une action administrative contre l'État pour faire condamner l'État pour inaction. Et donc, devant la Cour de justice de la République, c'est ça? Alors, ça c'est devant le tribunal administratif. Le tribunal administratif, d'accord. Voilà. Et enfin, il y a donc une action qui vise trois ministres en exercice, Madame Borne, Monsieur Béchu et Monsieur Bonne,
Et là, on est devant la Cour de justice de la République et on est effectivement dans le cas de la mise en danger délibérée de la vie d'autrui. Alors, juste une question, Monsieur Modelot, Thierry, parce qu'on connaît votre combat et on vous remercie contre ces amortisseurs illégaux. Là, on parle effectivement sur l'angle plutôt pollution. Vous vous êtes aussi beaucoup battu sur l'angle casse-voiture, mais surtout santé du conducteur et des gens qui sont dessus, parce que ça fait quand même aussi des dégâts. Comment se fait-il que depuis des années où vous vous battez, l'État, quoi qu'il en soit, et quelle que soit la porte d'entrée que vous prenez, n'écoute pas, ne vous écoute pas, et qu'on continue à avoir des amortisseurs illégaux hors normes? Des ralentisseurs. J'ai dit quoi? Des amortisseurs. Ah oui, pardon, des ralentisseurs illégaux et hors normes. Moi, il y a quelque chose qui me dépasse dans ce pays par rapport à ça. Alors que des chicanes, on continue à faire n'importe quoi. Alors que des chicanes font le même boulot. C'est-à-dire que nous, 1 km/h de plus, on est sanctionné, mais un élu local qui met des ralentisseurs à tout va. Moi, j'en ai même vu sur des routes à 50 km/h, des ralentisseurs. Mais comment on explique ça, Thierry? En 30 secondes, parce qu'on a bientôt fini. Alors très vite, on a bâti la sécurité routière en France sur un seul point, qui est la vitesse. Donc automatiquement, les gens sont prêts à faire tout et n'importe quoi. Enfin, quand je dis les gens, c'est-à-dire les élus et les ministres, pour fermer les yeux devant de telles pratiques. Donc, ce préféré aujourd'hui, ces gens-là n'arrivent pas à se rendre compte de l'aberration dans laquelle ils ont plongé le pays. On était à la première place en termes d'infrastructure routière. Aujourd'hui, on est à la 18e et on va certainement continuer à descendre allègrement. C'est que les routes ne sont pas assez... Oui, on sait que les routes sont en mauvais état. Thierry, comme on n'a plus le temps, si ces actions en justice aboutissent, ça veut dire que demain, on pourrait voir tous les ralentisseurs disparaître de nos routes? Alors, tous les ralentisseurs qui ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur. C'est-à-dire, on va dire quoi, 80%? Ouais, voire 90%. Aujourd'hui, on est à 100%. Allez, 100%. Allez, hop. Thierry Modelot, on aura le plaisir, on va avoir l'occasion d'en reparler. En plus, vous travaillez avec Rémi Jossaume, donc on aura aussi quand on aura Rémi. On est en de bonne main. Cette histoire de ralentisseurs, depuis qu'ils nous les ont imposés en France, ils sont hors normes. On est champions du monde, en plus. Ils cassent les voitures, ils cassent le dos des gens. Enfin bref, ils font de la pollution et ils existent toujours. Pourquoi cette émission? Il n'y avait pas une émission... Non, mais il y a d'autres moyens de faire ralentir les voitures, parce que j'entends déjà ceux qui vont dire oui, mais vous préférez quoi qu'on tue nos enfants parce que les voitures roulent vite. Les chicanes, c'est bien. Exactement, les chicanes, ça permet de faire ralentir. Voilà. Et même visuellement, si juste le marquage au sol peut faire ralentir les voitures. Tiens, on va se faire ralentir par Bastien, notre réalisateur, si on continue de parler alors qu'on a déjà largement dépassé le temps imparti. Allez, une pause et puis on vous prend en direct 0826 300 300. Vous savez que cette émission est la vôtre. Venez comme nous, passer un petit coup de à l'antenne si vous en avez envie, parce qu'on parle vrai sur Sud Radio, la radio qui aime l'auto. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Leclerc. Une orchidée pour la mémoire. Oh, t'as vu ça? C'est génial. Elles sont belles, dis donc. Mais comment ça, pour la mémoire? Pour chaque orchidée achetée à 8,95 €, Leclerc reverse 4 € à la Fondation pour la recherche sur Alzheimer. Une orchidée pour la mémoire, ça c'est un beau geste. Un beau geste et une grande cause. Bon allez, moi j'en prends une. Et moi aussi. Leclerc. Défendre tout ce qui compte pour vous. Du 6 au 24 septembre. Modalité magasin participant sur www.e.leclerc. Ikea. Joyeux anniversaire. Oh, t'y as pensé? Mais non, c'est l'anniversaire d'Ikea. Mais avec toutes leurs offres, tu vas pouvoir te trouver un beau cadeau. Pour nos 40 ans, c'est vous qui ouvrez les cadeaux. Jusqu'au 2 octobre, avec la carte gratuite Ikea Family, dès 150 € d'achat en magasin, recevez une carte cadeau de 20 € à dépenser du 3 octobre au 6 novembre 2022. Conditions sur Ikea.fr. Il suffit d'entrer chez Écoutez Voir pour voir des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Comme la possibilité pour tous de profiter des progrès de l'optique. Ce mois-ci, Écoutez Voir vous offre jusqu'à 60 € pour accéder à des verres dernière génération, à une monture en matériaux biodégradables ou encore à un filtre lumière bleue. Progrès de l'optique pour tous, à voir chez Écoutez Voir. Écoutez Voir, optique et audition mutualiste. Dispositif médical valable jusqu'au 31 décembre 2022. Voir engagement et conditions sur écoutezvoir.fr, point de vente soumis au code de la mutualité. Parce qu'il est grand temps d'agir. Le forum Le Monde Nouveau revient du 29 septembre au 1er octobre au Corum de Montpellier. 3 jours pour rencontrer et échanger avec des acteurs engagés dans la transition écologique. Venez participer aux ateliers pour petits et grands pour adopter les bons gestes du quotidien. Le Monde Nouveau, c'est le rendez-vous à ne pas manquer au Corum de Montpellier du 29 septembre au 1er octobre. Entrée gratuite. Plus d'infos sur lemondenouveau.fr. Un événement groupe La Dépêche. Toyota Occasion. Bonjour, je vous confie ça.
D'accord, mais vous êtes dans une banque ici, monsieur. Pourquoi vous me donnez les clés de votre voiture? Elle est très précieuse. Évidemment. Pour les 25 ans de l'hybride Toyota, votre voiture prend de la valeur. Pendant les rachats extraordinaires de Toyota Occasion, votre concessionnaire rachète votre véhicule toute marque et vous offre jusqu'à 1 000 € de plus que sa valeur estimée sur toyota.fr. Toyota Occasion. Jusqu'au 31 décembre 2022, sans obligation d'achat, détail sur toyota.fr. Pensez à covoiturer? Action propose toujours les prix les plus bas et même super bas en ce moment. Les 2 boxeurs pour hommes Jack Parker en coton responsable sont à seulement 3,58 €. Quelle affaire! Et le gel douche Sanex Skin Protect en litre à seulement 3,13 €. Waouh, pas cher! Rendez-vous sur action.com ou dans l'un de nos 680 magasins pour encore plus de produits à des prix imbattables. Action, petit prix, grand sourire. Se faire plaisir, toujours au bon prix chez Auchan. Jusqu'à mardi, la doudoune femme ou homme in extenso avec ou sans manche est à seulement 12,99 €. À ce prix-là, vous allez être habillé pour la saison. Même si les températures baissent, votre style, lui, restera toujours au top. De quoi vous donner le sourire. Auchan, avec plaisir. 12,99 € la doudoune femme ou homme in extenso avec ou sans manche. 100% polyamide ou 100% polyester. Du S au triple XL selon le modèle. Valable dans vos hypermarchés Auchan participants. Roule, le club automobile ouvert à tous, présente Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et si vous nous rejoignez à l'instant, on est ravis de vous accueillir dans notre rendez-vous. On parle auto jusqu'à 13h. On continue de parler avec l'ami Jean-Luc de ses histoires d'amortisseurs. Et Jean-Luc. Non, de ralentisseurs. De ralentisseurs. Vous avez un problème avec les amortisseurs. Mais oui, parce que moi, quand je pense ralentisseur, je pense amortisseur. On le disait, c'est qu'il y a une chose qui est quand même aberrante, ça coûte très cher de poser un ralentisseur. Voilà, alors et on laisse des trous dans les routes. Voilà, exactement. On ne répare pas les routes, mais on met des ralentisseurs. Qui se coûtent entre 5 à 20 000 €. 5 à 20 000 € en fonction du ralentisseur. Et après, on va dire que les communes n'ont pas de sous, mais on les voit naître et pousser dans tous les sens. Bref, allez, on continue. Vous aussi, vous avez un petit coup de... On dit comment? Gueule? Un petit coup de gueule ou un petit coup de cœur à pousser, vous n'hésitez pas. C'est la bonne radio. On parle vrai ici. Et on parle auto. Voilà, et on parle auto et on aime l'automobile. Et toutes vos questions au 0826 300 300. Salut Marc. Bonjour Marc. Oui, bonjour. Comment ça va? Bonjour Laurence. Ça va et vous? Très bien. Vous êtes où? Moi là, je suis sur Pau, la ville de Pau. En Charente-Maritime. Oui. Mais du côté, ma mamie habitait là. Vous êtes dans mon coin, à Mazerolles. Ah, c'est pas loin. Ah bah ouais. Et on écoute Sud Radio sur le 102. C'est un Charentais, c'est une cagouille. On vous écoute, Marc. J'avais une question. Alors, c'est grâce à Jean-Luc là que j'ai découvert il y a un moment la marque Sfertech. Fabrique de lubrifiant. Donc moi je suis chanceux, j'ai pu mettre la main sur une Ford FlexiFuel et j'ai vu qu'ils ont sorti un lubrifiant super éthanol. Donc je me posais la question, est-ce que les véhicules FlexiFuel ont une lubrification supplémentaire? Est-ce que ces additifs sont nécessaires ou pas? Ça intéresse tout le monde. Il n'y a pas que ceux qui roulent au super-éthanol, il y a tous ceux qui mettent du carburant dans leur voiture. Vous allez me dire pourquoi? Parce que tous les carburants contiennent de l'éthanol aujourd'hui. Le 95 normal, il contient 5%. Le 95 de 10, il contient 10%. Le 85, il contient entre 60 et 85%. Et le 98 contient 5% de TBE qui est fabriqué. Alors c'est modifié, mais c'est pas de l'essence comme celle qu'on avait il y a 20 ou 30 ans. Donc aujourd'hui, l'essence, elle est beaucoup plus sèche. Donc elle va abîmer le circuit d'alimentation en carburant. Et il peut être nécessaire de parfois lubrifier ce circuit. C'est ce que propose justement Sfertech. Alors, j'ai demandé à David Duregnaud-Court, qui est le directeur général de Sfertech, de nous expliquer un petit peu tout ça. Et nous l'accueillons donc. Et nous l'accueillons. Bonjour. On nous dit qu'on n'arrive pas à le joindre, David. On n'arrive pas à le joindre. On va essayer de rappeler David. On va laisser Jordan s'en occuper. Il est sur le coup, de toute façon. Oui. Alors, Jordan, pour vous expliquer, il faut... Alors, sur un véhicule qui est équipé comme le vôtre d'origine, on a déjà des injecteurs qui sont prévus pour fonctionner avec une forte proportion d'éthanol. Mais c'est quand même bien de temps en temps. Alors la pompe à essence, je dis les injecteurs, mais c'est la pompe à essence, les injecteurs, évidemment qui ne seront pas modifiés pour tous ceux qui m'écoutent, qui roulent avec des boîtiers ou qui font leur mélange eux-mêmes à la station-service. Les deux premières choses qui risquent de lâcher sur un véhicule qui n'a pas été prévu dès le départ pour rouler à l'éthanol, c'est la pompe à essence en premier, les injecteurs en deuxième. Donc le fait de rajouter cet additif qui va être, alors un lubrifiant pour faire simple,
va permettre à la pompe à essence de fonctionner dans de bonnes conditions et aux injecteurs, qui vraiment aujourd'hui, les injecteurs, c'est une technologie très très pointue aux injecteurs, d'être lubrifiés et donc d'éviter un grippage. Et nous avons retrouvé David Deregniancourt, directeur général de Sfertech. Bonjour David. Bonjour David. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Bon, alors ce petit... alors c'est quoi d'ailleurs ce lubrifiant pour superéthanol 85, ça fonctionne comment ? En réalité, c'est un ingrédient qui amène une onctuosité à l'éthanol. D'accord. Puisqu'en fait, on appelle ça des esters. En fait, l'éthanol est tellement sec. Hein, on fait toujours la comparaison avec le lave-glace. Hein. Le lave-glace, il y a 40% d'éthanol dans le lave-glace et les usagers comprennent bien que ça nettoie parfaitement. Ça oui, dégraisse bien. Le produit pour nettoyer les vitres chez soi aussi, il y a beaucoup d'éthanol dedans. On comprend que ça dégraisse. Voilà. Et donc la problématique, c'est que la quantité injectée par l'injecteur est donc importante, la pulvérisation est importante, et le souci, c'est que l'éthanol, comme c'est un carburant solvant, et que le carburant est un peu le lubrifiant de l'injecteur n'apprécie pas trop les va-et-vient de l'injecteur avec de l'éthanol. Donc il faut apporter de l'onctuosité, un anti-usure, pour que le déplacement de cet injecteur d'aiguille en interne... Il faut le lubrifier, quoi, voilà. C'est ça. Sinon, les bobines se mettent à surchauffer et, comme on dit communément, on crame des bobines, quoi. Voilà. Ça s'ajoute comment ? Alors, il faut faire comment ? Parce que moi, je l'avais fait sur une de mes voitures qui roule à l'éthanol, et c'est vrai que le changement a été notable, mais c'était un bidon qu'on rajoutait en entier dans le réservoir. Mais aujourd'hui, vous avez une nouvelle formule ? Oui, c'est le nouvel homo. Plus blanc que blanc, ça me rappelle. Plus blanc que blanc, avec ce petit bras musclé. Non, en fait, ce qui se passait, c'est que on apportait, on peut pas s'empêcher de penser à notre ami Coluche, hein, quand on parle Non, ce que je veux dire, c'est que avant, donc, on mettait une dose, on va dire, en une fois, et alors la propriété de cet ingrédient, c'est qu'il s'absorbait, on appelle ça comme ça, l'absorption du produit, il s'absorbait sur les pièces métalliques, c'est-à-dire qu'il recouvrait les pièces métalliques, il y avait une attraction polaire, on appelle ça. Et puis avec le temps, l'éthanol venait désorber, c'est-à-dire laver. Ouais. Bon, alors on démarrait avec entre guillemets une surdose, mais qui est pas néfaste, qui est au contraire très très bien. Et puis petit à petit, en fonction ça disparaissait, des pleins, on comprend. Voilà. Ouais. Alors donc là, maintenant, c'est un truc qu'on ajoute à chaque plein maintenant. Voilà, là l'idée c'est ça, c'est qu'on met 20 millilitres pour 10 litres, donc les personnes peuvent doser, s'ils ont un demi-plein, ils dosent pour un demi-plein, et l'idée c'est de faire un traitement continu, voilà, c'est une espèce de mal nécessaire si je puis dire, pour cohabiter avec l'éthanol. D'accord, c'est cher ? Alors ça coûte 75 € et ça fait environ 5 à 6 000 km. Ça fait environ 10 pleins, quoi. Ouais, 10 pleins. Bon, vu l'économie qu'on fait sur l'éthanol, alors là, on capitalise sur la durée de vie du moteur. Alors, il y en a qui m'écoutent, qui vont dire « Oh ouais, mais ça fait 40 000 km que je roule, j'ai pas eu de problème. » Mais en général, les problèmes arrivent aux alentours de 50 000 km. Je vous le dis. Marc, vous avez quoi comme voiture, vous ? Une Ford Focus FlexiFuel. Oui, il a de la chance. Et si vous la vendez d'occasion, vous la mettez en annonce, elle sera partie dans le quart d'heure, je pense. Et au prix du neuf. Non, mais c'est vrai en plus. Non, mais ça part bien. C'est vrai en plus. C'est vrai en plus. En plus, dans votre question, vous me disiez, je refais le plein avant que le réservoir soit complètement vide. C'est très bien. Oui, parce que c'est un des conseils que vous préconisez. Je le dis pour tout le monde. Ouais, je le dis pour tous ceux. On rappelle pourquoi ? Parce que surtout en ce moment, avec les inversions thermiques entre le jour et la nuit, il fait frais la nuit et parfois au soleil la journée il fait un peu plus chaud. Si vous avez beaucoup d'air dans le réservoir, vous allez avoir de la condensation. Et si vous avez un carburant avec une forte proportion d'éthanol, il va absorber l'humidité. Et on comprend bien que de l'humidité, ça va faire de la corrosion dans le circuit. Donc, en tout cas, voilà, bon conseil donné par l'ami Jean-Luc sur Sud Radio. On les trouve où les produits 2 secondes, David ? Ouais, on les trouve chez Sfertech-europe.com. C'est une boutique qui vient de sortir il y a 3 jours, qui a été remaniée. Mais dans les centres auto, on les trouve aussi. Et les centres auto, oui, les grandes chaînes connues avec le chat. Et on rappelle leur nom ? Avec le chat. Feu vert, Noroto. Non, pas le nom des boîtes, mais le nom du produit. C'est le lubrifiant superéthanol Sfertech. Voilà, comme ça c'est clair. Super. Merci à Marc d'avoir posé la question qui du coup a donné une réponse qui intéresse tout le monde. Et merci à David Deregniancourt, directeur général de Sfertech, d'avoir été sur Sud Radio. Marc, un bisou à Pont, à la Charente-Maritime et à tous ceux qui y sont.
transmets. Je vous embrasse. Bon week-end. Allez, à suivre, l'essai de la semaine. On va prendre le volant, enfin c'est surtout Jean-Luc qui s'y colle, parce que moi je me fais toujours un petit peu promener dans ces cas-là, de l'Opel Mokka. À tout de suite. Sud Radio, on parle auto. Chez Netto, on gagne tous à payer moins cher, même vous, Roman. Ah oui? Bien sûr. Aujourd'hui, pendant l'alerte discount, le raisin blanc est à 1,99€ le kilo. Alors, qu'en dites-vous pour le dîner? À 1,99€ le kilo? Mon chéri va plus me lâcher la grappe. Netto, on gagne tous à payer moins cher. Raisin blanc, variété Chasselas, catégorie 1, origine France, prix au kilo. Ford Pro. Benodier. Oui, chef. Selon vous, ça veut dire quoi, Ford Pro? Selon moi? Oui, selon vous, oui. Ford Professionnel. Benodier. Ford Production. Toujours pas. Ford Protect. Non. Ford Proactif. Non. Ford Pro. Vous savez pas. Bon, laissez tomber. Ford Pro comme productivité. La solution globale pour les professionnels qui regroupe véhicules, services, recharge, software et financement. Non mais je le savais, hein, chef. Chef. Ford Pro. Au quotidien, prenez les transports en commun. Mais peut-on trouver des produits U à moins 20% en Eurocarte U? Chez ma voisine, il y en a partout et ça change tous les mois. Mais c'est quoi son secret? Ça commence par carte et ça finit par U. Pour tous les détenteurs de la carte U, rendez-vous dans les magasins U et sur courseu.com pour profiter de moins 20% en Eurocarte U sur une sélection de plus de 100 produits U. U, commerçant autrement. Réservé aux clients carte U, valable au cours du mois, hors catégorie frais métiers sur la liste de la sélection fidélité signalée. Hors promotion en cours dans la limite des stocks disponibles. Liste renouvelée tous les mois et liste des magasins participants. Disponible à l'accueil du magasin et sur magasin-u.com. Sud Radio Montauban. 104.7. Sud Radio. Renault, longue vie aux voitures à vivre. Et combien de fois on m'a dit, José, tu vas trop loin, faut que tu t'arrêtes. Eh ben oui, mais moi j'avance. C'est ça qui est drôle. Alors que s'arrêter, tiens, j'essaie là. Ah bah oui. Avoir confiance en ses freins, c'est capital. En ce moment, pour toute opération freinage, Renault Car Service vous offre jusqu'à 100 € en bon d'achat valable 1 an. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Offre réservée aux particuliers du 1er septembre au 31 octobre. Conditions et prise de rendez-vous sur Renault.fr. Renault. Burger King. Bonjour. Bonjour. Alors pour moi un Whopper et pour mon fils un menu Léo aide-moi. C'est le menu Vous voyez à 4 € là le menu à 4 € pour les enfants. Oh, le menu Voilà. Vu son prix, on risque d'oublier son nom. Chez Burger King, le menu enfant King Junior, je répète King Junior, est à seulement 4 €. Et en ce moment, retrouvez la pâte patrouille dans les menus King Junior. Jusqu'au 24 octobre, une surprise par menu enfant, stock limité, prix conseillé. Pour votre santé, bougez plus. Burger King. À tous ceux qui perdent la moitié de leurs pommes de terre en épluchant avec l'économe et qui du coup trouvent qu'il porte très mal son nom, cet économe. À ceux qui ont déjà passé leur pouce dessus pour voir si ça coupe vraiment et qui ne recommenceront pas. Et à ceux qui les mangent directement avec la peau, par flemme. En ce moment, Intermarché propose la pomme de terre de consommation nouvelle récolte à 47 centimes le kilo. En plus, elles sont origine France. Et c'est seulement jusqu'à dimanche. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Soit 4,65 € le filet de 10 kilos, différentes variétés, calibre 40-60, catégorie 1, modalité sur intermarché.com. À tout instant, écoutez Sud Radio, en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store. Roule, le club automobile ouvert à tous présente. Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Dans quelques instants. Sud Radio, on parle auto. Et on prend le volant, voilà. On est d'accord. Il a un peu abusé de je sais pas quoi, notre réalisateur aujourd'hui, mais... Allez, dans quelques minutes, on parlera des bornes de recharge les plus puissantes de France qui viennent d'être installées en Normandie. Mais juste avant, on va prendre le volant et vous nous emmenez au volant d'une Mokka 1 litre 230. Ouais, deuxième génération, elle est apparue en 2021. C'est un modèle qui marque le renouveau d'Opel en matière de design et puis aussi de mécanique. Puisque la base mécanique est héritée du groupe PSA. Opel, vous le savez, fait désormais partie de la galaxie Stellantis. Donc il y a Jeep, Fiat, il y a tout le monde. Citroën, Peugeot, DS et compagnie. Voilà. Le Mokka 2, il est plus urbain que la première génération. Il fait 4,15 m de long, un style plus affirmé. À l'avant, on a le fameux bandeau. Alors Opel appelle ça le Visor avec un Z au milieu. C'est la marque distinctive des nouveaux Opel. Alors on pourrait dire que c'est rétro le Visor, mais ça ne l'est pas. Au contraire, c'est moderne. Sur cette finition GS Line, on avait des jantes bicolores de 18 pouces. Point de suspension, je vous dis pourquoi. Plus loin, j'aime pas. Alors, le coffre, 350 litres, c'est dans la moyenne basse du segment. En revanche, l'espace arrière est franchement pas facile d'accès. Les portes s'ouvrent pas largement.
Et puis, il y a peu de garde au toit et pas beaucoup d'espace pour les jambes. Donc, si vous cherchez une familiale, passez votre chemin. À l'arrière, on a aussi des surfaces vitrées qui sont assez petites. On a un sentiment d'engoncement. Donc, si vos enfants sont malades en voiture, à éviter de même. À l'avant, à l'avant, c'est à l'avant, c'est beaucoup mieux. La présentation, elle est plus moderne que dans l'ancien Moka. La qualité des matériaux, elle est aussi plus flatteuse. Face au conducteur, on a la fameuse planche de bord qu'on retrouve sur toutes les Opel qui s'appelle Pure Panel. C'est 2 écrans numériques pour le tableau de bord et pour l'infodivertissement. Bon, ce dernier, il n'est pas très réactif sur ce modèle-là. Le graphisme est un peu daté également, mais on peut penser que ça va progresser bientôt. Alors, ce qui est bien en revanche, c'est qu'il y a toujours des boutons physiques pour la climatisation et des touches de raccourci sous l'écran central. On le verra dans un prochain sujet. Le tout digital et générateur d'accidents. Il y a une étude qui a été faite en Suisse et c'est plus 30%. Donc c'est pas négligeable. Bon, notre version, elle est dotée du moteur essence 1,2 litre PureTech en version 130 chevaux. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est. Boîte automatique à 8 rapports. Pas d'hybridation, même légère. Et ça, c'est vrai que ça coince. En ville, qui est pourtant le terrain de prédilection de la voiture, il y a 2 défauts importants. Le premier, je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des routes 18 pouces. Donc, c'est pas très confortable sur les pavés ou sur les ralentisseurs dont on parlait tout à l'heure. Deuxièmement, la consommation en ville, elle est bien trop élevée pour une petite voiture, 7,9 litres. Et j'ai roulé vraiment avec un 9 sous le pied sans avoir de bouchon. Ça veut dire qu'on peut très bien dépasser les 8,5 litres en conduite en ville. Et c'est là qu'on se dit qu'une hybridation, même légère, ça aurait quand même été bien. On a aussi des petits à-coups à basse vitesse. Pour les éviter, il vaut mieux se mettre en position éco lorsqu'on circule en ville. D'abord, ça évite les à-coups et en plus, on consommera un petit peu moins. Donc, conso et agrément seront meilleurs. Et puis, paradoxalement, le Moka, il est plus à l'aise sur la route qu'en ville. Donc, on se dit, c'est un SUV urbain, mais sur la route, tous les défauts dont j'ai parlé, là, ils disparaissent pratiquement. Il est plus alerte, il est plus agile. On retrouve l'ADN du Peugeot 2008, puisque le sous-bassement, il vient du Peugeot 2008. Le moteur, il est tonique. Bon. Le fait qu'il soit tonique, ça se ressent un peu à la pompe. On en avait parlé tout à l'heure. Bon, la conso est moins catastrophique sur route qu'en ville, mais on est quand même à 6,9 litres de moyenne pendant les 16, sans autoroute à 130 km/h. Après, côté tarif, bon, c'est raisonnable, 27 700 €. Mais, et il y a un gros mais, si vous allez chez Ford, on parlait tout à l'heure du FlexFuel, vous avez un Puma FlexFuel hybride au même prix. Il consomme la même chose, mais du superéthanol 85 qui est 2,5 fois moins cher. Et puis en agrément, il est supérieur. Donc le Moka a beau être joli, ça sera en fait un achat coup de cœur pour le look. Mais si on est très pragmatique, il y a des offres sur le marché, il y a pléthore d'offres qui sont meilleures que lui. Ouh là là, vous lui avez donné une note de moins de 10 sur 20 là, je sens. Non, attention. 10,5. Non. Parce que là, vous lui avez fait quand même. Non, mais c'est pas ça. Vous l'avez habillé pour l'hiver. Plus il y a de monde dans la catégorie, plus on a des raisons d'être exigeant. Donc là, je mettrais 13 sur 20. Mais il y a des véhicules qui sont à 17 dans la catégorie. Et voilà. C'est ça le problème. Eh ben, faites votre choix. Merci beaucoup. Et l'essai complet en vidéo, vous le retrouvez sur la page YouTube de Sud Radio. Merci à Bastien, notre réalisateur, de nous avoir déjà offert quelques-unes de ces images que vous retrouvez donc sur la page YouTube de Sud Radio. Allez, à suivre. Et c'est tout de suite. Eh bien, nous, on va poser une question. Sud Radio, on parle auto. Et c'est une question que nous avons reçue par mail. Je vous rappelle l'adresse mail si vous voulez nous poser vos questions également de cette façon. Et vous rajoutez votre numéro de téléphone. S'il vous plaît, que l'on puisse vous rappeler. Ou sinon, vous mettez « Je ne veux pas être appelé, mais je veux bien que vous posiez ma question, Laurence, puisque je suis votre voix ». C'est une question de Michel. L'adresse mail jeparticipe@sudradio.fr. Pourquoi les fabricants de voitures hybrides et électriques n'équipent pas leurs voitures de capteurs solaires sur le toit et le capot afin d'augmenter gratuitement l'autonomie? Est-ce à cause d'une impossibilité technique? Est-ce à cause de directives gouvernementales pour conserver les taxes sur l'énergie? Bonne question. Eh bien, d'autant qu'ils le font. Michel. Ils le font, les constructeurs. Le premier, à mon sens, qui l'a fait en série, c'est Toyota, avec la Prius hybride rechargeable, qui était disponible en série en France, avec le toit solaire. Alors, le toit solaire, il permet pas de faire rouler la voiture en tout électrique, mais il permet de gagner environ 5 km. Sauf si vous stationnez, en parking souterrain, vous ne gagnez pas d'autonomie. Vous prenez l'accent belge d'un seul coup. C'est pas sympathique pour nos amis belges qui nous écoutent. C'est pas sympa, mais si vous êtes en parking souterrain, vous ne gagnez rien. Si vous êtes stationné à l'extérieur, c'est
en moyenne en France 5 km par jour, ça fait 1000 km par an environ selon l'utilisation. C'est pas négligeable du tout. Et puis lorsque le véhicule roule, les panneaux chargent une batterie auxiliaire 12 volts qui alimente les accessoires. Ça réduit d'autant la consommation de la clim, de tout un tas de choses dans la voiture. Donc oui, c'est efficace. Mais il y a un constructeur qui est allé encore beaucoup plus loin, s'appelle Sono Motors, qui présente une version aujourd'hui qui est finalisée, parce que ça fait 5 ans qu'elle est dans les tuyaux, cette voiture, qui est une voiture, alors pour le coup 100% électrique, qui est bardée de panneaux solaires partout. Alors, pareil, les panneaux solaires ne permettent pas de faire rouler complètement la voiture, mais ça permet d'augmenter l'autonomie d'environ 112 km en moyenne par semaine. Donc c'est pas négligeable ça. Quand même. Bien sûr, tu emmènes les enfants à l'école, tu vas faire 2-3 courses. Alors ce qui est même intéressant, c'est que vous partez en vacances, vous garez votre voiture sur un parking, je reprécise, qui n'est pas souterrain, à l'extérieur, et vous revenez, la voiture est chargée. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Et je pense qu'on va, parce que vous savez que les panneaux solaires, on fera un sujet d'ailleurs, sur ça. Les panneaux solaires aujourd'hui, on fait des gros progrès. Surtout, on est capable de leur donner la forme de la carrosserie. On pourrait très bien avoir une carrosserie intégralement solaire. Alors le problème, évidemment, en cas d'accident, qu'est-ce qui se passe? C'est ça, ouais. Puis alors, j'imagine que ce qu'on appelle la recherche en développement est déjà en cours, mais que ça doit avoir des coûts qui sont trop chers pour vendre des voitures. Mais vous savez, avec le renchérissement du prix de l'énergie, c'est pareil. Jusqu'à présent, il y a un constructeur qui va proposer à la vente, il y a déjà beaucoup de précommandes, qui va proposer un modèle avec des panneaux solaires sur la carrosserie. Il est possible que demain ou après-demain, on ait chez Tesla, pourquoi pas, des voitures dont la peinture serait une peinture photovoltaïque. J'en ai entendu parler. Ouais, tout à fait. Alors, on a des petits messages sur la page Facebook de Sud Radio. Merci, je le rappelle, à Michel d'avoir envoyé son mail à jeparticipe@sudradio.fr. J'en profite pour vous annoncer qu'à 13h, à midi, oh là là, Laurence, elle va aller se coucher après, à midi, juste après le journal, vous avez votre moment et que vous pouvez bien poser votre question en direct à l'ami Jean-Luc, quelle que soit la question, au 0826 300 300. La seule obligation, c'est que c'est un lien avec la voiture. Parce que questions personnelles sur ce qu'il va manger ce midi, ça, il va garder ça pour lui. Il y a Michel qui nous dit bonjour les jeunes. Merci Michel, ça c'est sur la page Facebook de Sud Radio. Une question, les vignettes critères de pollution sont-elles obligatoires sur les pare-brises? Oui, selon la région où l'on habite. En tout cas, si vous êtes dans une zone, dans une ZFE, normalement, vous devez avoir la vignette sur votre pare-brise. Toutes les zones ZFE. Voilà. Autre question, c'est que se dire, si je suis dans une zone où il n'y a pas de ZFE, mais que je vais aller, par exemple, voir mes enfants ou passer... Vous êtes obligé de mettre une vignette. Dès que je vais parcourir une zone... C'est un des problèmes de ces ZFE, c'est que personne ne sait où elles sont vraiment, où elle démarre. C'est-à-dire que même quand on est spécialiste de l'automobile, il faut réviser de temps en temps pour connaître le périmètre exact des ZFE. Alors normalement, vous avez un panneau quand vous rentrez dans la ZFE qui dit attention, mais franchement, on n'y fait pas attention à ces panneaux-là. Ouais. Et puis quand on n'habite pas la zone en question, on n'est pas forcément attentif à ça non plus. Donc on pourra, à l'avenir, le jour où on pourra être verbalisé, c'est-à-dire vous pourrez prendre des PV sans savoir pourquoi. Exactement. Bonjour à Adil Aouche qui nous a rejoint, à Michel qui nous a dit bonjour, Stéphane évidemment, et tous ceux qui sont sur la page Facebook. On est ravis de vous retrouver régulièrement, la page Facebook de Sud Radio. Allez, on va parler d'environnement. Back to Car, première marque de pièces issues de l'économie circulaire, présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. La recharge la plus puissante de France. Les amortisseurs au lieu des ralentisseurs, la recherche au lieu de la recharge. Oui, alors il faut dire qu'en ce moment j'ai un peu les alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper Laurence, on va la redémarrer parce que je pense qu'il y a un bug. Il y a un petit bug. Allez, on va parler évidemment de ces bornes de recharge les plus puissantes de France. Vanessa Bisconti-Cato, directrice de ABB e-Mobility, est avec nous. Bonjour Vanessa. Bonjour Laurent. Bonjour Vanessa. Bonjour Jean-Luc. Un mot sur la société. C'est quoi ABB ABB. Wow. Alors effectivement, pour recommencer par le démarrage, ABB e-Mobility, c'est une activité du groupe ABB qui est un leader de l'énergie et de l'automation. L'automation. Alors l'automation, c'est un grand mot pour tout ce qu'on automatise globalement dans l'industrie. Effectivement, chez ABB, on a des activités qui sont du moteur, on fait des robots, on fait aussi de la supervision. Donc tout ce monde-là, plutôt très orienté vers l'industrie. Et puis on a cette activité née en 2010, vraiment portée sur la mobilité électrique, où là, on a une mission de faire progresser, comme on le dit chez nous, la mobilité électrique au quotidien. Et donc, on développe, on conçoit et on fabrique
des bornes de recharge qui vont de 3 à 600 kW pour charger des véhicules individuels, des bus, mais aussi demain des camions. Eh oui, il y aura des camions. Ouais. Alors, c'est vous, tiens, je vais le dire, c'est vous qui fabriquez les bornes pour Ionity. Au moins, tous ceux qui roulent en électrique connaissent le réseau Ionity. Et aujourd'hui, alors vous travaillez évidemment avec d'autres fournisseurs d'énergie. Aujourd'hui, vous avez inauguré, quand je dis aujourd'hui, c'est cette semaine, vous avez inauguré en France la borne la plus puissante de France. Absolument. En Normandie. Waouh. Exactement, sur l'aire donc de Vernon-Douin, avec notre partenaire Calista Energy. On a inauguré les 2 bornes les plus rapides à ce jour en France, qui vont jusqu'à donc 360 kW. Alors pour ma mère, voilà, pour ma mère Vanessa qui comprend rien au kilowatt machin. Chez soi, une borne, une prise classique, on charge à quelle puissance? 3,7 kg, on va dire. Ouais, 3,7 kW. Là, on est à 360 kW. Ouais, donc on est 100 fois plus. On est 100 fois plus. Une traduction concrète pour que ça parle à tout le monde, c'est, on a tendance à dire 100 km d'autonomie qui sont récupérés en 3 minutes. D'accord. Ou dit autrement, une charge complète de 500 km d'autonomie, par exemple, en 15 minutes, à peu près le temps de prendre un café. Et celle-là, on est voilà, sur la 360. Donc on est vraiment sur quelque chose de très rapide aujourd'hui. Et c'est où Vernon-Douin? Excuse-moi, j'ai pas suivi. C'est où? Alors c'est sur l'Eure en Normandie. Oui, mais vous avez dit j'ai pas compris le nom de la ville en fait. Ah, c'est sur l'aire de Vernon-Douin, c'est à côté de Giverny. Ah, voilà. Merci. Donc sur l'autoroute. Ouais. Je vous en prie. Mais 360 kW aujourd'hui, bon, à part si j'ai une Porsche Taycan qui charge à quoi, 270 kW, 280 kW, il n'y a pas beaucoup de véhicules qui peuvent prendre des puissances de charge comme ça. Absolument, vous avez totalement raison, mais il faut bien comprendre que ces installations, elles sont là pour durer, en général 8-10 ans. Au minimum, et donc on doit charger non seulement les véhicules disponibles aujourd'hui, mais ceux de demain. C'est ça qui est important de prévoir dès aujourd'hui, et on voit bien que la tendance, elle est plutôt à l'augmentation de la capacité des batteries. Donc aujourd'hui, effectivement, que quelques véhicules s'en rapprochent et prennent plus de 200 kilowatts, mais on voit bien que la tendance est à l'augmentation. Et il y a un autre sujet qui est important avec cette borne, c'est elle permet sur le site pilote 2 charges simultanées, et demain on va la développer avec 4 connecteurs. Donc ce qui signifie que quand vous avez jusqu'à 4 véhicules qui vont pouvoir se charger simultanément, et donc là les 360 kW de puissance sont répartis en fonction. Alors ça va être réparti de façon dynamique. Si vous arrivez le premier, vous allez avoir 360, et puis au fur et à mesure que d'autres personnes se pluguent, donc il faut les empêcher de se brancher si on regardait la pleine puissance. Oui, c'est quoi l'intérêt là? Alors non, l'intérêt c'est avant tout de mutualiser quand même les espaces de charge et les infrastructures de recharge. Et pourquoi la Normandie? Pourquoi est-ce qu'elle a été positionnée pas très loin de Giverny sur l'autoroute à 13? Alors là, pour le coup, et pas ailleurs. Je ne répondrai pas au nom de Calista Energy, qui est l'opérateur de ce réseau et qui a choisi de faire sur ce site-là. Oui, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de Parisiens qui vont à la mer, par exemple, le week-end. Ça n'a rien à voir avec la grande usine d'électricité qu'il y a dans le coin. Ça n'a rien à voir, parce qu'il y a... Non, parce qu'en plus, le fournisseur d'énergie en question dit on va alimenter ces bornes avec de l'énergie verte et de l'éolien en particulier. Oui, donc là, il n'y en a pas. Voilà, donc là, il n'y a pas d'éolien. Qu'est-ce qu'elle apporte, cette borne, de nouveau? Alors, tout à l'heure, je disais, vous fabriquez les bornes pour le réseau Ionity, mais qu'est-ce qu'elle apporte de nouveau, cette borne, qui s'appelle la Terra 360, c'est ça? Absolument, la Terra 360. Alors, le premier point, comme je vous le disais, c'est vraiment cette histoire d'avoir de la charge simultanée, et ça permet vraiment d'avoir un encombrement qui est réduit. On n'aura pas X infrastructures de recharge, mais bien une pour aller de 1 à 4 véhicules. Donc ça, c'est un premier point. L'autre point aussi, c'est que contrairement aux bornes Ionity, on est sur une technologie qu'on appelle, nous, le tout-en-un ou le monobloc. C'est-à-dire que tout est à l'intérieur de cette borne. Vous n'avez plus effectivement des armoires de puissance qui vont être déportées, comme vous pouvez l'avoir sur d'autres aires d'autoroute, par exemple chez Ionity. D'accord. Alors on sait, alors là maintenant j'ai posé les questions qui fâchent quand même. On sait que on annonce une puissance maximale de 360 kW. Alors même en admettant que j'ai un véhicule qui puisse prendre 360 kW, ça peut être limité par la chaleur qui fait à l'extérieur, par l'échauffement de la batterie si je suis sur l'autoroute. Alors comment vous gérez ces problèmes-là? Et puis pareil, quand je vais brancher ma voiture,
plus on a une borne qui va être puissante, plus je vais avoir un câble qui va être épais. Ouais. Et aujourd'hui, ça commence à être lourd. Comment vous avez géré tout ça ? Alors effectivement, il y a plusieurs choses dans votre question, mais si on prend le dernier point sur le câble, oui, c'est un vrai sujet sur lequel nous, côté R&D, on travaille beaucoup pour, limiter donc les pertes d'échauffement, liées à d'échauffement, le refroidir donc avec de nouvelles technologies. On était souvent en refroidissement air ou liquide sur certaines technos, et là on travaille sur d'autres solutions pour aussi donc améliorer les performances et baisser le poids, réduire le poids de ces câbles-là, parce qu'on ne va pas pouvoir avoir des câbles qui pèsent trop lourd. On est là aussi pour travailler sur l'ergonomie pour l'usager, l'expérience que vit l'usager lors de sa recharge. Donc ça, c'est un premier point, vous avez raison, mais il y a pas mal de progrès et d'innovations qui se font sur ce sujet. Et ensuite, effectivement, sur toutes les pertes. C'est vrai que c'est très compliqué, je le comprends pour un usager, parce que finalement, il se dit, je veux prendre 360 kW, mais en fait, il n'aura pas 360 kW, parce que ça dépend de la capacité donc, de la batterie de son véhicule, qui va finir aussi par se dégrader. On a une courbe de charge qui, fonction des véhicules, n'est pas la même. Mais en fait, si vous êtes, on va dire, de 20 à 80%, vous allez avoir une courbe de charge qui diminue en termes de kilowatts, liée à la capacité de ce que peut en prendre la batterie, mais liée aussi à l'échauffement voilà, de la borne, du câble, et donc les performances. Et puis de la température extérieure. Quand on a vu cet été là, des températures qui dépassaient 40 degrés, on n'aura pas des allures de charge aussi importantes que quand il fait 15 degrés à l'extérieur. Et puis enfin, quel type de voiture c'est, Stéphane? Alors, on n'a pas toute la possibilité. On est d'accord, c'est une borne qui est monostandard. Alors aujourd'hui, oui, c'est une borne qui n'est que en CCS, donc standard combo charging. On a la Là, vous m'avez perdu, parce que tous les auditeurs qui, comme moi, n'ont pas de voiture électrique. Le combo charging, c'est en fait, vous avez trois standards de charge, on va dire, qui coexistent aujourd'hui sur le marché. Ce qu'on appelle donc le combo, le CCS, qui est principalement dominant en Europe, le standard Shademo, qui était le standard japonais, donc utilisé par Nissan ou Lexus par exemple encore aujourd'hui, et puis ensuite ce qu'on appelle l'AC, donc vraiment la charge en alternatif, qui est utilisée par exemple par sur les Renault. La Renault Zoé. D'accord, c'est plus clair, merci beaucoup. Voilà. Donc, alors là, on parle de 300, on va revenir sur la puissance, 360 kW, on dit aujourd'hui de la charge rapide, ultra rapide, c'est 360 kW. Si on remonte simplement 5 ans en arrière, la charge rapide c'était 50 kW, les progrès sont énormes. Alors ceux qui disent oui mais la voiture électrique ça marchera pas, moi je trouve que les progrès sont fulgurants. Et vous qui êtes vraiment, alors j'allais dire les mains dans le cambouis. Non, non. Est-ce que vous le mesurez ? Alors effectivement, c'est vraiment un domaine sur lequel il y a une innovation qui est presque rarement comparable dans d'autres industries. Si on revient, alors peut-être plus que, on va dire, en 2013. En 2013, on lançait, nous, en France, la Terra 53, donc qui délivrait 50 kW de puissance. Aujourd'hui, on parle de. Et c'était le top du top à l'époque, on est d'accord. À l'époque, c'était la charge rapide. Donc à l'époque, les premiers en Nissan Leaf avaient une expérience incroyable avec cette charge rapide. Aujourd'hui, on va 7 fois plus vite. Absolument. Voilà. Et demain, on pourra aller encore plus vite en admettant que la technologie des batteries suive. Absolument. On voit de plus en plus de véhicules aussi qui ont des batteries vers 800 volts. Donc déjà, on aura une amélioration aussi de la charge de batterie et surtout de cette courbe de charge. Et on peut parler un peu d'argent là. Heureusement que je suis là pour parler des sous-sous. Combien ça va me coûter cette recharge-là par rapport à une autre ? Ça dépend de l'opérateur en fait. Exactement. Moi, vraiment en tant que fabricant, je pourrais pas me positionner par rapport à l'opérateur de charge qui applique des prix. En revanche, il y a deux choses déjà à considérer parce qu'on parle beaucoup en ce moment de l'augmentation des prix de la recharge sur ces stations ultra rapides. Il faut bien se souvenir que quand même, quand on recharge son véhicule, à 90%, c'est une charge à domicile. D'accord, donc parce que c'est la question que j'allais vous poser. Moi, aujourd'hui, on nous dit qu'il va y avoir des restrictions, éventuellement des coupures ciblées d'énergie, enfin d'électricité. Là, 360 kW, on alimente quand même pas mal de foyers. Est-ce que ça veut dire que pour faire la charge d'une voiture aux heures de pointe, je vais couper l'électricité dans le village d'à côté ? Non, alors on n'est pas là, non. Non, mais effectivement, j'utiliserai le même argument.
90% de votre recharge doit se faire plutôt à domicile. Donc à domicile, si vous faites 40 km en moyenne chaque jour, vous allez vous charger à peu près, pareil, 40-45 minutes avec une wallbox installée chez vous. Et donc vous avez totalement la possibilité de soulager le réseau cet hiver et de vous lancer votre charge à 2h du matin, 3h du matin, en décalé, comme on le ferait aujourd'hui pour une machine à laver, par exemple, pour aller sur les heures creuses. Vanessa, donc là, pas de sujet. Vanessa, oui. vous, je rappelle, Vanessa Visconti-Cato, directrice de ABB E-Mobility, avec tout ce qu'on entend sur l'exponentielle hausse des prix de l'énergie et en particulier de l'électricité, est-ce que vous avez peur pour le développement futur de tout ce qui se passe autour de la voiture électrique et vous particulièrement sur la mobility en général et sur vos bornes de recharge? Parce qu'on va plus avoir les moyens, quoi. Non, arrête de te moquer de moi ce matin, Jean-Luc. Non, mais je suis pas chargée pourtant. Hein. Non, mais vous voyez, il y a une vraie question aussi sociétale, c'est-à-dire qu'on va plus avoir les moyens de se payer l'électricité. Il y a des primeurs, enfin des gens qui travaillent la terre, qui ne vont pas pouvoir chauffer leur serre cet hiver. Ils ont des factures de plus de 1000% exponentielles sur l'électricité. Donc on a un vrai sujet là. Absolument, vous avez raison, mais c'est vrai que en changeant majoritairement à domicile, effectivement, aujourd'hui, je reprends mon même exemple de les 40 km que vous récupérez chaque jour, ça vous coûte aujourd'hui, avant hausse, à peu près 50 centimes d'euros. Donc quand on parle dans les foyers d'une hausse qui va être de 15 à 20% d'augmentation, on restera sur des niveaux qui sont on va passer exactement, on sera inférieur à 3 € pour 100 km. Donc ça reste quand même très intéressant. Sur les bornes de recharge extérieures, mais ça sera vraiment que du complément si on a besoin de partir en vacances. D'accord. Absolument, c'est quand vous faites de grands trajets. Tout comme aujourd'hui, finalement, vous ne faites pas a priori tout le temps le plein systématiquement sur les aires d'autoroute. Moi je ne le fais jamais. Alors moi je suis vraiment je suis quelqu'un qui fait toujours le plein avant de rentrer sur l'autoroute. Je ne supporte pas de payer mon plein encore beaucoup trop cher sur les... Ah ouais, mais vraiment, moi je m'organise toujours pour ne jamais faire le plein sur l'autoroute. C'est trop cher. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vanessa Visconti-Cato, directrice de ABB E-Mobility. On aura le plaisir de vous recevoir prochainement. Merci, très bien. Belle avancée en tout cas. La borne de recharge la plus puissante de France est installée du côté de la Normandie. Allez, à suivre, vous, au 0826 300 300. On vous attend pour toutes vos questions. C'est votre moment dans 5 minutes maintenant. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et si vous nous rejoignez pour la deuxième heure d'On parle auto, on va évidemment vous accueillir et vous souhaiter la bienvenue dans l'émission qui prend le volant et qui aime l'auto. Un petit sommaire de cette deuxième heure, parce qu'on va parler d'élégance. On va parler d'élégance, nous sommes très élégants. Parce que j'adore quand vous parlez de moi comme ça. Et nous allons aller à Chantilly, où demain se déroulera le festival Art et Élégance de Chantilly, avec un parterre de véhicules de collection absolument extraordinaire, un concours d'élégance qui fait partie des plus prestigieux du monde, quand même. Je suis d'accord. Alors le cadre est déjà exceptionnel puisque c'est le château de Chantilly. Donc si vous avez du temps demain et que le ciel est clément, n'hésitez pas à aller là-bas. Même s'il n'est pas clément, un parapluie, un kawaii, tout va bien, des bottes en plastique et on vit un bon moment. On va parler aussi du salon des véhicules de loisirs qui a commencé et qui va durer jusqu'au 2 octobre. Exactement, qui est plus long que le mondial de l'auto. Le salon du véhicule de loisirs. On va parler GPL aussi. Restez avec nous, vous allez apprendre des choses. Mais pour le salon de véhicules de loisirs, si vous êtes vous-même passionné, vous avez un camping-car, vous aimez ça, rejoignez-nous maintenant. 0826 300 300. On vous accueillera aussi dans notre émission jusqu'à 13h. Alors, vous le savez, tous les samedis à midi, c'est le moment qui vous est consacré. Donc, soit vous nous appelez au 0826 300 300, soit vous nous écrivez un mail jeparticipe@sudradio.fr, soit vous réagissez sur Facebook et c'est effectivement ce qui va se passer aujourd'hui. Suite à notre sujet sur les bornes de charge ultra rapides. Voilà, il y a eu plein de réactions, l'ami Jean-Luc, sur la page Facebook de Sud Radio. Par exemple, on nous dit, c'est Stéphane, notre troisième co-animateur de l'émission. Il va falloir le rémunérer un jour. Parce que vous êtes payé, vous ? Non, je suis bénévole. Comme moi, donc Stéphane aussi. Alors. Quand on aime, on ne compte pas. Si la batterie est défectueuse, y aura-t-il un diagnostic, car ça va être chaud patate. On remet le contexte pour ceux qui nous rejoignent à l'écoute de Sud Radio. On sait que la charge rapide, avec les technologies de batterie qui existent aujourd'hui, a tendance à faire chauffer la batterie, et c'est comme ça qu'on abîme les batteries. Or, le problème est déjà résolu par les fabricants de batteries, puisque la technologie de batterie qui arrive dès 2023, vous avez déjà entendu parler des batteries solides. Alors, ça ne veut pas dire que les autres sont molles. Ça veut simplement dire que l'électrolyte, ce qui est donc entre les électrodes des batteries actuelles, c'est liquide.
Et la prochaine génération, c'est une électrolyte solide, donc qui sera insensible en fait à la chaleur, donc pourra mettre des allures de charge beaucoup plus rapides sans endommager la batterie. Donc le fait de préparer, c'est ce que disait notre invité d'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui on a une borne de 360 kW. À la limite, ça sert à rien parce qu'on peut pas charger une voiture à 360 kW. Mais demain, avec ces technologies de batterie, alors c'est pas dans un futur lointain, hein, c'est vraiment demain, on aura des voitures qui seront capables de prendre 360 kW de charge. Voilà, il faut attendre un petit peu parce qu'on parle aussi effectivement de ces. Et ça ira même beaucoup plus loin parce que les camions, alors on a vu avec Volta qu'on avait des allures de charge. Alors pour l'instant, eux limitent pour justement la durabilité des batteries à 160 kW, mais avec la nouvelle techno, ils vont pouvoir aller beaucoup plus haut. Et ABB, alors c'est un secret, j'ai honte de le révéler, mais travaille sur des bornes de 1 mégawatt. Voilà. Bon, à quand la centrale nucléaire inclus dans la borne, ça va pas être pratique pour rouler avec. Hein, mais on a une question de Guy également, Guy Marie, qui nous rejoint aussi sur la page Facebook de Sud Radio et qui nous dit bonjour Jean-Luc. Voilà, enfin qui te dit bonjour Jean-Luc. Oui, bonjour Guy. Vous avez raison, les progrès de la puissance de la recharge d'un véhicule électrique sont fulgurants. Je rajouterais que les tarifs des fournisseurs d'électricité sont fulgurants aussi. Oui, c'est vrai. On est passé par exemple, le réseau Tesla, qui est le plus important en charge rapide, on est passé à 79 centimes du kilowatt. Donc là, ça commence. C'est plus cher aujourd'hui de charger sur une borne rapide que de faire un plein d'essence. Alors, vous me dire, ah là là, c'est la fin de la voiture électrique. On l'a évoqué tout à l'heure. Un plein électrique aujourd'hui, enfin, 100 km en électrique, c'est environ 2 €. Ça sera entre 2 €. Enfin, c'est entre 2 et 3 €. Ça sera avec 15% de plus quand on charge chez soi. Et on ne chargera, c'est comme vous, Laurence, quand vous ne voulez pas vous arrêter aux stations d'autoroute. Si c'est allumé, vous vous arrêtez quand même et vous ne faites pas le plein. Là, vous ferez pareil. Sur autoroute, vous rajouterez juste la quantité d'énergie nécessaire. Ça vous coûtera un bras, mais ça vous permettra de finir votre voyage. Voilà, en tout cas, vous l'avez compris. Midi 9 à peu près, c'est votre moment. Vous venez poser vos questions, soit sur la page Facebook de Sud Radio, comme vous l'avez fait, soit évidemment au téléphone en direct 0826 300 300 ou par mail jeparticipe@sudradio.fr. Et je crois bien d'ailleurs que nous avons eu des questions de ce biais-là pour le rendez-vous à venir. Parlons pneus. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Et c'est l'un d'entre vous qui nous avait posé la question en amont de l'émission. On vous accueille donc. Salut Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Merci de encore m'accueillir. Parfaitement, merci. Vous êtes où ? Je suis dans l'Ain, au côté de Nantua. Non, très bien. Alors, vous avez posé 2 questions. Vous avez 2 questions, donc 2 fois 50 €. Et comme on pose une question pneu, Philippe, si vous me le permettez, je vais quand même aussi accueillir notre invité, Dominique Stemfeld, qui est président du syndicat des professionnels du pneu. Bonjour Dominique. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Et bonjour Dominique. Philippe, on vous écoute. Première question. Bonjour Dominique. Donc voilà, j'aurais aimé savoir concernant la durée de vie des pneus d'une remorque. J'ai une remorque avec un PATC de 350 kg que j'utilise 1 à 3 fois par mois pour des trajets de 150 km. Donc je voudrais savoir quand est-ce qu'on doit les changer et quelle est grosso modo la durée de vie. Alors, je ne veux pas sortir un joker, mais il faudrait... Oui, excusez-moi. Vous m'avez entendu, oui ? Oui, on a tout entendu. On a tout entendu. Même la fin. Même le dernier mot. Voilà, c'est tout bon. Oui, je veux pas sortir un joker, mais c'est quand même très compliqué de répondre à ce genre de questions en termes de kilométrage, puisque l'usure d'un pneumatique dépend de nombreux paramètres, les conditions d'utilisation, le type de route, la vitesse, en l'occurrence sur une remorque, la charge. Là en l'occurrence vous avez une remorque un essieu, mais sur une remorque 2 essieux il y a des phénomènes de ripage aussi qui peuvent accélérer l'usure. Moi ce que je peux vous répondre c'est que en moyenne sur un véhicule en utilisation standard, l'usure d'un pneu elle varie entre 30 000 et 50 000 km. On peut considérer que c'est à peu près la même chose sur une remorque. Par contre il y a un point qui est sûr, c'est que les manufacturiers considèrent que la limite d'usage optimal d'un pneumatique, c'est de 10 ans, sachant qu'au-delà, les capacités dynamiques du pneu se dégradent, et en particulier la tenue de route et le freinage sur chaussée mouillée. Oui. D'accord. Donc, alors, sur une remorque, on est d'accord, Dominique. En plus, alors, on ne l'a pas évoqué, mais en général, les indices de vitesse des pneus qui sont sur les remorques sont moins importants, donc il faut éviter de tracter une remorque sur l'autoroute chargée à 130 km/h. On est d'accord ? Oui, absolument.
absolument. Alors il peut y avoir aussi un phénomène supplémentaire qui accélère l'usure du pneumatique. C'est l'utilisation de la remorque à vide, donc la suspension de la remorque qui sautille. Ouais. Voilà, sur des chaussées bosselées, la remorque peut sautiller, et donc ça peut provoquer des usures en vagues. Donc ce qui fait que le pneumatique ne sera pas forcément usé, mais en fait il va vibrer, il va augmenter le sautillement de la remorque, et donc ça c'est un point qu'il faut surveiller tout de même. Jean-Luc, il y a des types de pneus différents pour les remorques, pour les remorques, il y a des marques aussi ou non? Non, c'est des pneus classiques automobiles, mais en général de petites dimensions. On n'a pas des grandes roues sur les remorques. Ben voilà. C'est ça. Alors fut un temps on utilisait des pneus de scooter, maintenant on est passé à des pneus d'automobile, effectivement, de toutes petites dimensions. Philippe, la deuxième question. Alors la deuxième question, donc j'avais un Hyundai iX35. Pardon. Oui, c'est moi. Donc j'avais un Hyundai iX35 4x4 diesel avec une monte en 225 55 18 98 H. C'est précis, c'est bien. Ouf. Ouais. J'ai donné mon véhicule à mon fils, et puis donc j'ai voulu lui faire un cadeau, lui recommander des pneus d'été dans la même monte. Et puis donc je l'ai commandé toujours en ligne chez un grand spécialiste qui cette fois-ci a refusé au départ de me les vendre parce qu'il me disait qu'il fallait que ce soit du run flat sur ce véhicule. Or moi j'ai toujours commandé chez eux, il n'y avait aucun problème. Donc je les ai quand même pris. Et maintenant ma question c'est comment savoir la monte d'origine comme ça sur ce type de véhicule? Et puis en cas d'accident, est-ce que je peux avoir un problème avec l'assurance? Ouh là là, ça fait beaucoup de questions. Déjà, question de Lolo, j'en rajoute, c'est quoi le run flat? Le run flat, c'est le roulage à plat, Laurence. On peut faire 80 km à 80 km/h avec un pneu donc, qui est à plat. Voilà. Alors il faut préciser quand même, parce que c'est important pour la suite de la réponse, c'est que ce sont des pneumatiques qui ont des flancs porteurs, c'est-à-dire des flancs qui permettent de supporter la charge du véhicule si le pneu a perdu la pression. Et donc le flanc du pneumatique est plus épais, le pneu est plus lourd, et le constructeur adapte le véhicule en conséquence, donc une suspension réglée différemment et une programmation spécifique des aides électroniques, ABS et ESP. Tout ceci expliquant cela. Voilà, donc un véhicule monté d'origine en pneu run flat doit rester en pneu run flat, on est d'accord? Oui, alors légalement, on peut monter un pneumatique standard sur une jante run flat, on ne peut pas faire le contraire, hein. On peut le faire, mais évidemment, les caractéristiques ou le comportement du véhicule peut être affecté. Et je pense que, en l'occurrence, c'est ce que le professionnel a voulu dire à notre auditeur. Il a attiré l'attention sur ce point-là et il a eu raison de le faire. Après, effectivement, hein, l'auditeur, il peut très bien, puisque c'est légal, monter des pneumatiques standards, mais il doit le faire en toute connaissance de cause et sachant effectivement que le comportement de son véhicule peut être affecté. Mais alors la question de Philippe, si je me permets d'être votre voix, Philippe, c'est par rapport à l'assurance. Si jamais il a un accident, est-ce que l'assurance peut se retourner contre lui parce qu'il n'a pas les bonnes montes? Alors, a priori, non, puisque l'équipement d'un pneumatique standard sur une jante run flat est tout à fait autorisé légalement. Maintenant, en cas d'accident grave, on sait que les assureurs ils cherchent la petite bête, hein, on va le dire. Et donc, je pense que c'est pas très sérieux de prendre le risque. Et puis la raison aussi pour laquelle le professionnel a insisté, c'est tout simplement que si Philippe dit ma voiture a pas le même comportement et je veux que vous me repreniez les pneus pour me remettre des pneus homologués par le constructeur d'origine, en fait, le professionnel cherche quand même à se dédouaner là-dessus. Et donc, sa précaution est tout à fait justifiée. Bon. Eh bien, parfait. Voilà. Excusez-moi, mais juste... Oui, Philippe. Oui. Voilà, excusez-moi, il y a juste un petit problème, c'est quand même que ce spécialiste donc, des pneus m'avait déjà vendu au préalable des pneus donc de la même monte pour la même marque, des Pirelli pour plus exactement, sans me parler de run flat. Donc c'est là le problème, c'est qu'on me dit d'un côté des run flat, de l'autre côté c'est pas run flat. Mais vous avez acheté sur Internet ou pas, Philippe? Oui, tout à fait. Bah, je vais le dire chez allopneu.com, donc c'est plus simple. Oui, mais du coup il voit pas. Enfin, excusez-moi de paraître basique par rapport à ça, mais sur Internet ils connaissent pas votre voiture, quoi. Ben si, en fait, on rentre tout le type de véhicule ou bien par la plaque minéralogique. Et quand la seconde fois j'ai voulu le faire, on m'a refusé la vente. Alors, sauf si je prends effectivement mes responsabilités. Dominique? Eh ben, je répète, le professionnel, il a eu la bonne attitude, en tout cas sur la dernière commande de Philippe, et on peut reprocher effectivement au premier interlocuteur qu'il a eu de pas l'avoir fait.
Mais en l'occurrence, Philippe, il sait que les pneumatiques qu'il a aujourd'hui sur son véhicule ne sont pas des pneumatiques parfaitement adaptés à la configuration d'origine du véhicule. Ben voilà, Philippe. Ok, parfait. Et bien voilà. Et ben c'est parfait. Et en plus, c'est super parce que nous, on bosse pas, on écoute. Ouais. C'est vachement intéressant. On apprend des choses. Et on apprend. Et vous savez quoi? Laurence, on va continuer encore. Ouais, on va continuer. Cool. On va avoir un auditeur. Ouais. Et c'est même pas nous qui allons répondre à la question. C'est une vraie spécialiste. Alors pour l'instant, on va vous en parler dans quelques instants. Merci Philippe. Merci Philippe, merci Dominique. Merci à Dominique aussi. Eh ben merci à vous deux. Avec grand plaisir. Et n'hésitez pas à poser des questions sur les pneumatiques. Voilà, voyez, on n'a plus rien à faire. C'est cool, on n'a plus rien à faire. On vous adore. Les questions, si je peux dire rajouter ça, vous me les posez soit sur Internet, par Internet, je vais y arriver. Je participe @.fr, c'est par mail exactement ce que je voulais dire. Vous m'envoyez un mail à jeparticipe@.fr en mettant bien vos coordonnées et votre numéro de téléphone. Non, c'est pas je participe @sudradio.fr. Il y a vraiment, j'ai perdu des neurones. Je vous présente mes excuses et je vous promets que je n'ai pas fait de choses graves cette illégales. Allez, je me reconcentre. Vous m'envoyez un mail à jeparticipe@sudradio.fr pour poser votre question avec vos coordonnées, votre numéro de téléphone, ou tout de suite par téléphone au 0826 300 300. C'est Jordan qui vous accueille. On va parler GPL. On va parler GPL avec une question de Philippe de Nice et on aura Sophie Gaudière qui est directrice des affaires publiques de France Gaz Environnement, France Gaz Liquide, pardon. Allez hop. Et voilà, chacun son tour. Et on va parler donc GPL. Dans quelques instants. Exactement. C'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Roule, le club automobile ouvert à tous présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et vous qui êtes amoureux de l'élégance, vous qui êtes amoureux des belles voitures, restez avec nous. Nous allons dans quelques minutes évoquer la 6e édition de Chantilly Art et Élégance, Richard Mille. Et nous aurons Patrick Peter, qui est le fondateur de la manifestation, qui sera avec nous sur Sud Radio. Voilà. Si on arrive à joindre, parce qu'on a un problème en ce moment, les gens ne répondent pas. Oui. Comme vous, ce matin, ils sont dans le gaz, en fait, les auditeurs, Laurence. Je l'attendais. Alors, on va ça tombe bien justement parce qu'on va parler GPL. Donc on va parler un peu gaz. On attendait Philippe de Nice pour poser sa question. Et comme on n'arrive pas à le joindre. Philippe, si vous nous entendez en podcast, après vous copierez 100 fois, je dois répondre au téléphone. Et on va poser la question de Philippe à notre invitée Sophie Gaudière, qui est la directrice communication de France Gaz Liquide. Parce que vous ne savez pas, vous qui écoutez Sud Radio pendant la publicité, notre ami Jean-Luc Moreau a fait ça Lolo Perrault ce matin, il l'a appelé France Gall. Non. Voilà. Sophie Gaudière, bonjour. Bonjour Laurence. La question de Philippe, donc je vais être sa voix. Bonjour, je possède une sonde... Faut faire plus grave. Bonjour, je possède une sonde Euro 3 GPL. Est-ce que le GPL est le même dans toutes les stations, quelle est sa durée de vie dans le réservoir? Ça fait 2 questions, ça. Ouais, on commence par la première. Ouais, donc le GPL, alors on sait que le carburant d'une station-service, je vais peut-être vous l'apprendre, d'une station-service à l'autre, ça n'est pas la même formulation. Vous achetez du diesel chez Total et un peu plus loin chez Esso, et ça sera... Ou chez BP. Alors, il répond aux mêmes normes, mais la composition du carburant n'est pas la même, forcément, d'une station à l'autre. Et je vais même vous dire, c'est pas forcément la même d'une semaine à l'autre dans la même station-service. Pourquoi ? Parce que les pétroliers ont une certaine liberté dans la formulation du carburant du moment qu'il répond aux normes. C'est vrai que les pétroles bruts sont issus de différentes sources. Vous avez des pétroles lourds, des pétroles légers, et donc les formulations ne sont pas les mêmes. Donc vous n'avez pas le même carburant et ça peut avoir une incidence sur la pollution. Donc on n'a pas toujours le même carburant dans les stations-service, même si vous achetez toujours du diesel de même qualité ou du super éthanol ou du super E10, voilà, je vais y arriver, mais c'est pas toujours... partout. C'est pas toujours la même formulation. Mais donc pour le GPL, est-ce que c'est toujours la même chose d'une station à l'autre? Sophie Gaudière. Alors oui, nous avons, il y a plusieurs distributeurs de GPL qui sont les adhérents de France Gaz Liquide, Antargaz, Butagaz, Primagaz. Donc chacun a ses Alors le GPL, c'est quoi déjà? Alors c'est un coproduit. D'ailleurs, vous parliez du pétrole. Le GPL, ça a été inventé, j'allais dire, par un Français déjà dans les années 30, et c'est une récupération d'un produit de raffinerie. Donc c'est quelque chose qu'avant on torchait. Vous connaissez. C'est ce qu'on brûlait sur les torchères. C'est ce que les Russes sont en train de... les Russes crament du méthane. Alors attendez là, parce que là vous allez trop vite tous les deux. C'est ce que on brûle sur les...
Les torchères, vous savez, ces cheminées. Quand vous étiez petite, vous preniez l'autoroute au sud de Lyon. Des fois, il y avait la raffinerie qui était Total, qui était au bord de l'autoroute, et on voyait, il y avait ces flammes. D'accord, ok, c'est ce qu'on appelle des torchères. Des torchères. Ça brûlait en haut, on le voyait très loin. Donc voilà, donc le GPL est issu c'est un coproduit dans ce sens. Donc il y a du propane ou du butane dans ce niveau de cheminée. Voilà, ça va être trop technique. En tout cas, dans les stations-service, aujourd'hui le GPL c'est à 100% du propane. En fait, la même chose que vous mettez dans votre citerne pour vous chauffer. Voilà. Ou qu'on a dans sa petite gazinière aussi, à l'extérieur. Voilà. Alors non, dans la gazinière. Alors à l'extérieur, oui, ce serait du propane. À l'intérieur, ce serait du butane. Voilà. Donc dans les stations. Ma plancha, la petite plancha, voilà. La plancha, la bouteille Ami du Sud pour la plancha qui est bleue et puis d'accord. Et si on revient donc à la question de Philippe, est-ce que donc on l'a bien compris, c'est pas d'une station à l'autre, c'est on va trouver le même GPL et en effet il est stable, d'abord parce que c'est un produit qui est très hermétiquement conservé avec des normes de sécurité. Parce qu'il est sous pression quand même le GPL. En fait il est à température, à pression on va dire ambiante, il est naturellement liquide, c'est ce qui fait que c'est un gaz qui se transporte facilement, et donc non, il va être tout le temps à peu près la seule variation de température peut faire qu'il va varier de la phase liquide à la phase gazeuse. Mais en termes de carburant, c'est la même chose. C'est une molécule. Et si je laisse ma voiture, donc GPL, dans un coin pendant plusieurs semaines, par exemple, l'été, je reviens, ça a pas, le niveau de carburant vous en va aurez pas bouger. toujours autant, oui. Voilà. Ne vous inquiétez pas. S'évaporer. Sa durée de vie dans le réservoir est totale. Oui, absolument. Oui, c'est pas un gaz qui se dégrade ni quoi que ce soit. On peut compter dessus. On en est où d'ailleurs, du marché du GPL en ce moment en France? C'est vrai qu'il y a une croissance assez fulgurante, comme vous disiez, pour l'électricité. Sauf qu'on ne va pas en manquer. Là, ça c'est bien. Et justement, déjà en 2021, on avait plus 40% de ventes. Ça vient pas d'Ukraine, là. On est d'accord. On est d'accord. Ah oui. Non, quand on raffine du pétrole en France, on a forcément du propane. Oui, et ça vient pas du tout d'Ukraine. C'est pour ça qu'on n'aura pas de problème d'approvisionnement. Donc oui, plus 40% en 2021 et cette année, à fin août, on est à plus 78%. Et on pense que ça va poursuivre la même dynamique parce qu'on recherche un carburant pas cher. Combien en ce moment avec les aides de l'État? À 0,62. Avec les autoroutes, on est sur une moyenne plutôt à 0,80. D'accord. Effectivement, il y a la remise qui est appliquée au GPL. Donc voilà, ça reste l'un des deux moins chers sur le marché. C'est presque exclusivement Dacia qui fait le marché aujourd'hui des véhicules neufs GPL. Oui, absolument. En France, c'est le cas. C'est quasiment 2/3 de leur mix. Question à l'expert en automobile, Jean-Luc Moreau, dans On parle auto sur Sud Radio, la radio qui aime l'auto. Oui, parlez Laurence, oui, je vous écoute. Un moteur GPL, on a les mêmes sensations, ça roule de la même façon. Un moteur GPL, c'est un moteur essence qui est adapté aussi au GPL, c'est-à-dire qui est en bicarburation. Il peut fonctionner soit avec de l'essence, donc on a un réservoir d'essence et on a un réservoir de GPL, donc on remplit 2 réservoirs et on peut sélectionner au tableau de bord. Vous avez une petite touche qui permet de passer de l'un à l'autre. Bon, quand vous démarrez le matin, vous êtes toujours sur l'essence et si vous avez sélectionné GPL, ça va passer quelques secondes plus tard sur le GPL. Et c'est vrai que quand on paye 60 centimes le GPL, on n'a pas envie de mettre de l'essence qui est quand même 2,5 fois plus cher, voire 3 fois plus cher. Et pourquoi il n'y a que Dacia pour l'instant vraiment qui... Ça c'est une bonne question. Merci. Il faudrait me demander à Dacia, mais je pense que en fait c'est un constructeur qui a fait un choix de décarbonation avec ce mix-là sur la marque Dacia. Renault aussi a des véhicules GPL, mais c'est vrai que c'est Dacia. Dacia a un positionnement sur des voitures accessibles avec une simplicité, voilà, un marché qui correspond, je pense, il faut préciser, parce qu'en ce moment, on fait la chasse aux véhicules polluants, que en plus, le GPL, outre l'intérêt financier qu'il a un intérêt écologique qui est non négligeable. Un véhicule GPL, c'est moins de pollution. Absolument. D'un point de vue du CO2, déjà, on est entre moins 10, moins 20% selon les carburations par rapport à l'essence ou au diesel. Parce qu'on a brûlé. Est-ce que c'est un gaz qui ressort? Non, parce qu'il y a moins de carbone en fait. C'est moins de carbone, c'est l'ADEME, c'est des tests qui sont faits. Et puis de toute façon, aujourd'hui sur les véhicules, vous avez la fameuse étiquette avec les émissions de CO2. Donc sur chaque véhicule, notamment Dacia, ça peut se vérifier. Et puis par ailleurs, en termes de qualité de l'air, ça émet quasiment pas de NOx, de dioxyde d'azote, de particules fines. Et c'est pour ça que ça le classe critère 1, enfin un véhicule qui est
GPL, quelle que soit son année d'immatriculation. J'ai un vieux Range Rover de 1970, je le passe au GPL avec son V8 de 3,5 litres et j'ai une vignette Crit'Air 1. Question intéressante, Jean-Luc Moreau. Ça veut dire que je peux passer mon véhicule ? Oui, on peut adapter en fait. Il y a de la deuxième monte sur le GPL. Alors c'est plus cher parce qu'on parle souvent des boîtiers éthanol. Un boîtier éthanol, bon, ça reste quand même assez onéreux, mais c'est entre 500 et 1000 euros. Une installation GPL, c'est plus coûteux. Pourquoi ? Parce que vous avez un réservoir de GPL, plus tout le système d'alimentation du moteur, plus souvent les injecteurs. Donc au final, c'est plutôt une installation qui coûte aux alentours de 2500 euros. Oui, d'accord. Voilà, c'est pour ça. Et vous allez perdre, en général, l'emplacement de la roue de secours, parce qu'on met souvent des réservoirs toriques dans les véhicules qu'on adapte au GPL. Bon. Voilà. Eh ben, on a fait pas le tour, mais non, on n'a pas fait le tour. Mais le marché du GPL, c'est très intéressant parce que moi, il y a 35 ans que je le suis, et la France, c'est je t'aime moi non plus avec le GPL. Un coup, c'est le carburant miracle, le lendemain, plus personne en veut. Quelques années plus tard, il y a des aides de l'État qui ont été quand même assez conséquentes, jusqu'à 2000 euros. Oui, ça s'est arrêté en 2011. Aujourd'hui, l'intérêt essentiel, c'est de pouvoir pénétrer dans les zones à faible émission. Voilà. Et de payer un carburant 60 centimes. Aussi, et le prix du carburant, bien évidemment. Merci beaucoup Sophie Gaudillière, directrice de communication de France Gaz Liquide. Merci d'être venue au micro de Sud Radio. On parle vrai et Sud Radio, c'est la radio qui aime l'auto. Et on les aime aussi beaucoup quand elles sont belles et élégantes. Allez, on vous emmène à Chantilly. CETEC, leader mondial de la charge batterie, présente Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. 6e édition de Chantilly Art et Élégance avec Richard Mille, On accueille tout de suite Patrick Peter, qui est le fondateur de la manifestation que vous connaissez bien, l'ami Jean-Luc. Oui, bonjour Patrick. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Patrick. Je serai heureux de vous retrouver demain parce que j'y vais. Ouais, mais t'habites à côté aussi, toi, c'est facile. Non, j'habite pas à côté. Non. T'es quand même plus dans le bon sens. C'est à Chantilly, mais ça a commencé aujourd'hui, Patrick, en fait. Oui, ça a même commencé hier avec l'arrivée des collectionneurs. Et aujourd'hui, on a fait un petit rallye ce matin. Et cet après-midi, les juges vont commencer à inspecter les voitures. D'accord. Alors, on va expliquer. Oui. Concours, parce qu'on dit Chantilly Art et Élégance. On a ce qu'on appelle un concours d'État. Il y a aussi un concours d'élégance. Vous avez expliqué les différences entre les deux. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir voir ? Il y a toujours des voitures extraordinaires. D'ailleurs, question de Jean-Luc Moreau de Paris. Comment on arrive à renouveler quand chaque année, on a des modèles de plus en plus extraordinaires ? C'est un petit peu compliqué, mais on a la chance d'avoir beaucoup d'amis collectionneurs dans le monde entier. Et donc, on a des gens qui font des efforts et qui viennent de toute l'Europe, mais aussi des US, du Japon, etc. Et donc, il y a matière à renouveler. Et puis, tous les ans, on célèbre des anniversaires de marques, des anniversaires de modèles, etc. Alors, c'est quoi cette année ? Cette année, en fait, on célèbre Touring, qui est un carrossier merveilleux qui existe depuis près de 100 ans. Et on a mis 3 classes Touring, une classe Touring avant-guerre, une classe Touring après-guerre, et puis une classe Touring pour les voitures modernes, puisque j'ai un bon ami qui s'appelle Roland Dutraine, qui malheureusement nous a quittés pendant le Covid, à cause du Covid d'ailleurs, et qui a repris les rênes de cette société au début des années 2000 et qui régulièrement dessine des nouvelles voitures. Et il y a une douzaine de modèles Touring des années 2000 à maintenant qui sont des vraies merveilles. Oui, alors il n'y a pas que des voitures anciennes, effectivement, parce qu'il y a aussi il y a des concept cars. J'ai vu que la Renault 5 Turbo 3i, donc électrique, était arrivée. Voilà, donc on pourra la voir en avant-première, parce qu'on ne l'a jamais vue nulle part, cette voiture. Oui, c'est une première mondiale. Il y a aussi une première mondiale de Volkswagen. Il y a plusieurs premières européennes avec Bentley, Bugatti, Aston Martin. En fait, ça, ce sont les voitures qui participent au concours d'élégance. C'est-à-dire que comme on le faisait dans les années 30, comme on le faisait encore au début des années 50, etc., c'est des voitures qui défilent accompagnées d'un mannequin et habillées par un couturier. C'était l'image de la France à cette époque-là, donc on a essayé de lui donner un air un peu plus actuel, et donc on fait ça avec les concept cars des constructeurs, alors que le concours des collectionneurs, c'est un concours d'État, et donc ça se déroule de manière statique avec on
juge la qualité de la voiture, l'esthétique de la voiture, etc., etc. On juge son état, en fait, parce que quand on dit concours d'état, c'est pas un concours organisé par l'État français. C'est l'état du véhicule qui est jugé par un jury d'experts. Pour être tout à fait honnête, je sens pas tellement l'État français s'amuser avec ce genre de plaisanterie. Je sais pas pourquoi, mais je ne sens pas un amour délibéré de l'automobile dans notre beau pays. C'est dommage parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup ça encore. Et puis on a inventé l'automobile, il faut le dire haut et fort. La France a inventé. Des dinosaures, contrairement à ce qu'on nous laisse penser, qui ne sont pas non plus des irresponsables pollueurs, parce qu'on est en train de réfléchir à un tas de solutions. Et vous savez, moi j'organise par exemple un événement comme Le Mans Classique, et on a commencé à faire tourner des voitures anciennes avec des carburants synthétiques, avec 70% d'émissions en moins. Et ça, il faudrait quand même que les pouvoirs publics en prennent un peu conscience. Ouais. Alors demain, il y aura aussi les clubs qui vont être présents. Ça fait combien de voitures de collection au total qui vont être présentes sur le domaine de Chantilly ? Grosso modo, il y a une centaine de voitures qui vont participer au concours d'État, donc classe par classe. Il y a une dizaine de concept cars au concours d'élégance. Et puis, il y a aux alentours de 600 voitures de club qui seront présentes, marque par marque, club par club, etc. Donc c'est un beau rassemblement d'amoureux de belles voitures. Et alors moi, ce que j'aime bien en plus, c'est que vous avez, alors là, il fallait oser le faire en tant qu'organisateur, vous avez, entre guillemets, imposé un dress code, c'est-à-dire que les gens doivent être habillés chic. On ne vient pas en tongs, en short et en Marcel. Et ça contribue à l'ambiance globale. Moi, je trouve ça très bien parce qu'on parle d'élégance. Donc, oui, complètement. Bah oui, parler d'élégance, c'est arriver avec un survêtement qui ressemble à rien. C'est un peu embêtant, quoi. Donc, c'est vrai que bon. L'entrée est gratuite ou pas ? Ah non. Ah bah voilà. Parlons un peu du côté pratico-pratique, s'il vous plaît, Patrick Peter. L'entrée est à 50 €. Il donne accès à l'intégralité du domaine, donc notre concours, les voitures, etc., mais aussi l'intégralité de la visite du château de Chantilly. Les grandes écuries aussi. Les grandes écuries et d'une exposition qui est consacrée à Dürer jusqu'au mois d'octobre. Très chouette. Donc tout ça est dans un seul et même billet. Voilà, et on peut faire pique-nique en plus, on peut, c'est pas assez accessible. Mais c'est un bel événement, on passe une journée, on peut rester la journée entière. C'est une belle journée élégante à la campagne, voilà. Belle campagne, belle campagne de Chantilly. Oui, absolument, dans un domaine fantastique. Oui, vous attendez combien de visiteurs, entre les participants et les visiteurs ? Environ 20 000 personnes. Oh, très chouette, alors ça fait 20 000 une. Voilà. Alors moi, désolé, je ne pourrai pas être des vôtres demain et c'est bien dommage parce que j'aurais adoré y venir. Mais c'est l'occasion de sortir une belle auto en plus pour la mettre parmi d'autres belles autos. Donc vous allez sortir avec laquelle vous, Jean-Luc ? La Jaguar Type. Oh, je vais peut-être venir en fait. Bon, voilà. Patrick. Il y a des mots qui décident. On vous remercie beaucoup d'être intervenu. Merci Patrick, à demain alors. C'est moi, merci beaucoup. Patrick Peter, fondateur de cette très très belle manifestation. Qui a été élue comme une des plus belles manifestations mondiales. Au monde, Chantilly Art and Elegance. C'est la 6e édition. C'est l'édition Richard Mille également. Allez, à suivre, on va parler d'actualité. Puis là, on va parler de véhicules. Alors là, on va changer de registre complètement. Là, on était dans On y va, l'ami Jean-Luc, on y va. On parle dans 2 secondes. Je t'en donne le micro. Véhicule de loisirs. Voilà. Roule, le club automobile ouvert à tous présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et nous voici arrivés dans la dernière partie, les 20 dernières minutes dont parle auto. Vous avez rendez-vous pour vous faire aider par l'ami Jean-Luc. Si vous avez un doute sur la prochaine auto que vous voulez acquérir, quelle auto choisir? On vous donne tout de suite le numéro 0826 300 300 pour venir poser votre question et échanger avec l'ami Jean-Luc. Mais tout de suite, quel camping-car choisir, Jean-Luc? C'est ça. On va partir au Bourget. J'adore. Mais tu sais que j'adore ce salon. Ouais. C'est le 56e salon des véhicules de loisirs du Bourget. Ça a commencé aujourd'hui jusqu'au 2 octobre. J'adore ce salon. On va accueillir. Tant bien, on a Hervé Gauthier, qui est délégué général de l'UNI-VDL, donc qui organise le salon. C'est pas 50 € l'entrée, là, Hervé. Hein. Bonjour à tous. Bonjour. Non. C'est pas 50 €, c'est 13 € ou 5 € en ligne. D'accord. Donc, très intéressant d'acheter directement les billets en ligne. D'accord. Donc, vous voyez un bruit de fond, vous entendez certainement un bruit de fond, donc c'est tout à fait normal. On a beaucoup de
de visiteurs ce matin. Il y a déjà du monde. Alors en plus, vous êtes sur 9 jours alors que le mondial de l'auto s'est réduit comme peau de chagrin. Ça va maintenant être un salon qui va être plus important que le mondial de l'auto. En plus, vous avez tous les constructeurs pratiquement. Alors que le mondial de l'auto, malheureusement, ils ne pourront pas en dire autant. On a beaucoup de constructeurs. On est sur un site historique, donc le Bourget. Il ne fait pas très très beau. Alors peut-être qu'on aura plus de gens aujourd'hui. Les gens n'iront pas en bord de mer ou en bord de lac. C'est vrai que ils vont venir. Ils vont faire la sieste dans les camping-cars. Pourquoi pas, il faut tester. On a, comme vous le savez, peut-être un centre d'essai qu'on a mis en place il y a quelques années. Donc vous pouvez tester directement. On peut tester, d'accord. Directement un camping-car. Donc il y a des marques premium ou non qui sont présentes pour pouvoir faire tester des véhicules en extérieur. Donc vous faites un petit tour autour du Bourget. Ce matin, pour tout vous dire, ce matin c'était assez compliqué parce qu'il y avait beaucoup de gens à vouloir venir. Je pense que l'autoroute était un peu saturée. Bon, c'est l'autoroute du Nord pour les gens qui ne connaissent pas la région parisienne. Voilà, il faut aller au nord de Paris. On parle un petit peu des tendances, de ce qui se passe parce que juste une question, ça fait 56 ans que ça existe. Oui, puis c'est un marché qui est en pleine explosion. Complètement, mais en 56 ans, il y a eu des grands bouleversements. Alors au tout début, c'était le salon de la caravane. Ah oui. Donc là, mais bon, nos plus jeunes ne connaissent pas, moi-même non plus. Et on est passé progressivement plus à un salon de camping-car. Alors on a toujours des caravanes, on a toujours aussi des mobilhomes. On présente le salon représente tous les grandes tendances des véhicules de loisirs. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on a beaucoup plus de gens intéressés par le camping-car. Parce que c'est vrai que, comme vous l'avez dit, c'est une vraie tendance. Oui, puis il y a les vannes, les fourgons. Aujourd'hui, tiens, la fourchette pour acheter. Alors, si je pars d'un van, les premiers prix, et que je vais jusqu'au camping-car hyper luxueux, c'est quoi la fourchette de tarifs? On va démarrer peut-être mais bon, comme vous savez, il y a des évolutions de prix actuellement de plus en plus importantes. On va peut-être démarrer à 50 000. 50 000 euros sur un véhicule neuf. Là, je parle des véhicules neufs. On parle de véhicules neufs. Et on peut arriver vers des très très beaux produits, des poids lourds à plus de 100 000 euros. On voit beaucoup de gros poids lourds comme ça aux États-Unis avec des espèces de camping-cars monstrueux. C'est un peu moins le cas en France quand même. Tout à fait. On n'est pas du tout sur les mêmes marchés. Et heureusement, parce que nos routes sont sous-dimensionnées pour accueillir des camping-cars américains. D'accord. C'est tout à fait pas du tout les mêmes véhicules. Puisqu'on parle d'accueillir, il y a combien d'aires aujourd'hui en France qui peuvent accueillir des camping-cars? Parce qu'on a vu qu'il y a plein de municipalités qui ont fait la chasse justement aux camping-cars pour éviter qu'ils soient sur des spots assez sympathiques, que les gens s'installent. C'est vrai que si vous allez au Mont-Saint-Michel, vous n'avez pas envie d'avoir des camping-cars en premier plan. Mais il y a combien d'aires qui les accueillent en France aujourd'hui? Ça augmente ou ça se réduit? Alors, pour le Mont-Saint-Michel, il y a une aire. Oui, elle est loin. Elle est à 3-4 km. Il y a une aire disponible. On parle de 8000 aires en France. Ah oui, quand même. Et alors, la France, pour le coup, c'est le territoire en Europe le plus accueillant. Le plus accueillant. On parle en plus au niveau européen de beaucoup de camping-caristes étrangers qui viennent nous visiter, donc qui viennent visiter la France en camping-car. Tous les pays qui nous entourent viennent en France. Ça, c'est plutôt bien. Parce qu'il y a une facilité. Voilà. Donc, Hervé, on a quand même. Dites-moi. Hervé Gauthier, il y a eu la Covid. Est-ce qu'on a un boom du camping-car aujourd'hui, du camping-carisme, de la vacance en camping-car due à la Covid? Est-ce qu'il y a de plus en plus de gens qui ont eu envie de rester en France? Qui ont une envie de liberté. De partir en France ou ailleurs, Italie, Europe, etc. Moi, j'ai vu un sondage, 58% des Français qui envisageaient d'opter pour un hébergement mobile pour les vacances. Est-ce qu'il y a un vrai boom? Vous l'avez senti ou pas, vous? On a eu la fermeture des frontières. Donc historiquement, c'est vrai que beaucoup de gens pouvaient partir vers des destinations plus ensoleillées en hiver. Beaucoup de gens sont restés les années précédentes en plein hiver sur le territoire français. Donc ça, c'est première chose. Deuxième chose, et l'intérêt pour le camping-car, c'est on a parlé beaucoup de bulles sanitaires. Donc le fait de rester dans un camping-car avec sa propre famille, ça a beaucoup rassuré les gens, et ça rassure toujours les gens, malgré le fait que, heureusement, aujourd'hui, on ne porte plus le masque, mais on a ces phénomènes-là. Donc c'est vrai qu'il y a eu un attrait pour le camping-car, le van et le fourgon, qu'on n'avait pas vu précédemment.
Bon, très bien. J'ai vu qu'on pouvait dormir sur place avec son camping-car. Donc, si Lolo veut y aller avec son van, mais tu sais que j'y pense. Ça coûte combien ? J'y pense. Elle est bienvenue. C'est 6 € la nuit. J'y pense non pas à y aller là parce que je l'ai pas encore, mais je pense à avoir un van. Et alors c'est une bonne question parce que van camping-car, il y a des vannes qui sont quand même plus petits. Dernière question puisque le temps passe trop vite. Hervé Gauthier, délégué général de l'UNI-VDL pour le fameux salon des véhicules de loisirs. Est-ce que la crise du carburant et la montée en flèche de tout ce qui est prix d'énergie font que les gens achètent des véhicules plus petits? Hervé ? Pas tout à fait, puisqu'on a vu déjà des évolutions depuis 2017 de l'importance du van et du fourgon. Donc tous les constructeurs se sont adaptés à cette demande de véhicules plus réduits, mais avec néanmoins tout le confort à l'intérieur du véhicule. Donc super. Pas tout à fait aujourd'hui. Et heureusement, c'est vrai que les véhicules sont aujourd'hui pratiquement 100% diesel. On attend des bonnes nouvelles dans quelques années vers de l'électrique et où l'électrique, tout à fait. Ouais. Donc ça, c'est pour les années à venir. Merci beaucoup Hervé Gauthier. Merci beaucoup. Donc au Bourget jusqu'au 2. 56e salon des véhicules de loisirs au Bourget du 24 septembre au 2 octobre. Moi je crois que je vais aller faire un petit tour. Ouais, ça me fait rêver. Ça commence à me titiller de pouvoir me balader librement. Merci beaucoup. On va dans quelques instants vous accueillir pour vous aider à choisir votre prochaine voiture. Quelle auto choisir? C'est sur Sud Radio, la radio qui aime l'auto, et c'est dans 3 minutes. Allez, c'est parti. Sud Radio, on parle auto. Roule, le club automobile ouvert à tous présente. Sud Radio, on parle auto. Quelle auto choisir? Quelle auto choisir avec vous au 0826 300 300. Et on a bien entendu que Benoît était déjà là. Bonjour Benoît. Salut Benoît. Oui, bonjour. Alors pour ceux qui rejoignent Sud Radio déjà, merci, bienvenue. Merci d'être avec nous. Quelle auto choisir? Si vous avez envie d'acheter une nouvelle voiture mais vous êtes un peu perdu parce que tout change en ce moment, eh bien vous nous appelez 0826 300 300 et l'ami Jean-Luc vous aide. On vous écoute. Vous m'envoyez un chèque et j'achète la voiture pour vous. Avec une petite Comment s'appelle évidemment. La petite puce que l'on entend derrière? C'est un petit garçon, c'est Gabin. Ah bon, d'accord. Gabin, c'est joli. Bonjour Gabin. Allez, on vous écoute Benoît. Oui, alors moi je voulais faire l'acquisition d'une Hyundai i30 SW de 2019 en diesel. C'était le 115 chevaux, je crois. Et je voulais savoir au niveau de la fiabilité. Et je voulais savoir si c'était une courroie de distribution ou une chaîne de distribution là-dessus. Alors ça c'est une bonne question, mais je crois que c'est une chaîne, mais alors ça je peux pas vous l'affirmer à 100%. En revanche, en fiabilité, alors les diesels sont un peu moins fiables que les moteurs essence, mais ça reste d'un bon niveau de fiabilité quand même. Pourquoi c'est moins fiable les diesels? Alors on dit souvent c'est moins fiable. C'est pas un problème de conception, c'est plus un problème d'usage. Vous savez, les diesels, ça aime pas faire de l'embouteillage, ça aime pas faire des petits trajets. Et donc, malheureusement, quand on sait que les Français font des trajets en moyenne de 5 km en agglomération, on se dit que tous ceux qui utilisent des diesels en ville, c'est une hérésie. Et vous allez l'utiliser pourquoi exactement? Moi, c'est pour un trajet quotidien. Je fais à peu près 22 à 25 000 km par an. Après, je fais un trajet de 20 minutes... quotidiennement, quoi. Mais 20 minutes de bouchon ou 20 minutes de roulage? De roulage. Hein. D'accord, oui, bon, bah alors vous pouvez prendre un diesel, il n'y a pas de problème. Vous l'avez vu à quel prix cette i30? Je l'avais vu aux alentours de 18 000 euros. Vous pouvez peut-être négocier. Vous avez de toute façon les diesels en ce moment, ça se vend pas très très bien. Donc si vous avez besoin d'un diesel, bon, c'est bien de prendre en fait la version break. Parce qu'en fait, le volume du coffre sur la berline n'est pas immense. Sur la version break, c'est quand même mieux. Bon, l'habitabilité aux places arrière, c'est pas gigantesque. Hormis le petit bout de chou que vous avez, il y a d'autres enfants? Oui, j'ai deux grandes filles. Ah ouais. Ah oui, donc vous avez vraiment besoin de place en fait. C'est pas. C'est ça, oui. Mais en fait, j'ai les filles, les deux filles, je les ai une semaine sur deux. Donc il y a que le petit garçon que j'ai. Que vous avez en permanence. D'accord. Voilà. D'accord. Non, c'est une voiture avec des bonnes qualités routières. La finition, c'est sérieux, même si c'est pas au niveau des meilleurs. Le confort est un peu ferme. C'est peut-être le défaut que vous trouverez sur cette auto. D'accord. Voilà. Après, je me posais peut-être la question, parce qu'avant, moi j'étais chez Toyota avant. Ouais.
Et j'avais une Auris hybride. Et après, je me dis peut-être que chez Toyota... une Corolla, vous pouvez prendre le modèle d'après et en hybride. Bon, alors là, par contre, la fiabilité, c'est pas 100%, mais on n'en est pas loin. Ouais. Et si vous aviez une Toyota... Alors, c'est pas le même type de conduite non plus. Hein. Oui, bien sûr, si vous me dites, vous faites de la route, c'est vraiment de la route, c'est de l'autoroute, de la voie rapide, c'est quoi? Non, c'est de la campagne. Hein. C'est de la campagne. Une hybride sur une route de campagne, ça a de l'intérêt. Puisqu'en fait, l'hybride a de l'intérêt à partir du moment où vous accélérez, décélérez, puisque vous récupérez l'énergie en décélération. C'est peut-être... honnêtement, alors ça y est, j'entends déjà ceux qui vont dire ouais, mais le concessionnaire Toyota a encore vendu une Toyota. Pour la sécurité, si la fiabilité c'est votre critère numéro 1, moi j'irais plus sur une Corolla en version hybride. Bon, d'accord. Avec le petit moteur, c'est pas la peine de prendre le moteur le plus puissant, ça sert à rien. Ça sert à rien. Et ben voilà. C'est vrai que moi j'étais très satisfait de ma Toyota. Voilà. Après, là actuellement j'ai une 308 SW, 1,6 litre 100 chevaux. Après, c'est vrai que niveau consommation, ça consomme pas beaucoup, mais je trouve qu'au niveau confort, c'est pas top, et finition, c'est très moyen, je trouve. Et pourtant, la 308, c'est bien. Ouais, c'est plutôt une bonne voiture. Après, c'est vrai, c'est un peu subjectif aussi, tout ça. Moi, j'aime bien Hyundai aussi, hein, c'est mais c'est très bien. Franchement, c'est des super marques aussi. C'est sérieux. Bon, ben voilà, on va vous laisser choisir, Benoît, mais vous avez toutes les informations qu'il vous faut. On vous embrasse. Bisous à Gabin. Merci, au revoir. Et à madame. Allez, dans quelques instants, vous allez retrouver le journal Pluie in Vino, mais juste avant, les petites news de la semaine. Sud Radio, on parle auto. Florence Guillaume est la nouvelle déléguée interministérielle à la sécurité routière. Et oui, depuis le lundi 19 décembre, c'est en effet la générale de gendarmerie Florence Guillaume qui est à la tête de la sécurité routière. Elle succède à la très discrète, on va dire trop discrète, même Marie Gauthier-Meyret, à ce poste sensible dans un contexte de remontée de la mortalité routière. Le fait de nommer cette générale de brigade de 47 ans est plutôt vu positivement par le monde de l'automobile. Tout d'abord parce que les gendarmes, ils sont habitués au terrain, ils connaissent bien la route, et puis Florence Guillaume n'a rien non plus d'une politicienne ou d'un magistrat poussiéreux, elle qui possède plusieurs brevets de parachutisme, d'alpiniste, de skieur militaire, etc. Elle est bien. Le 29 septembre marquera l'introduction de Porsche en bourse. C'est l'un des événements boursiers les plus importants de ce début de siècle, des constructeurs. Sinon, le constructeur le plus rentable du monde va émettre 911 millions d'actions à la fin de ce mois. 911, c'est en référence au modèle mythique de la marque, bien sûr. Au final, la valorisation du petit, avec des guillemets, constructeur allemand devrait atteindre 70 à 75 milliards d'euros. C'est plus que Renault et Stellantis réunis. Wow. C'est sans doute une bonne affaire à saisir si vous avez des petites économies. Ça permettra surtout aux constructeurs de lever des fonds pour développer de l'électrique. L'introduction en bourse renforcera aussi la position de la famille Porsche, qui, rappelons-le, possède 53% de Volkswagen, lui-même propriétaire de 75% de Porsche. Et Ferrari présente enfin son premier SUV. Moi, ça me fait mourir de rire. Ferrari et SUV, il y a quelque chose qui me choque, mais c'est pas grave. Le Pur sang en italien. Pur sangue, le pur sang. Ouais, si vous reste un peu d'argent. Je connais un vin qui s'appelle comme ça. Si vous reste un peu d'argent après avoir acheté des actions Porsche, vous pouvez en effet commander la première Ferrari 5 portes de l'histoire. C'est un SUV racé, 2 mètres de long, 5 mètres de long, 2 mètres de large, 1 mètre 62 haut, propulsé par un V12 atmosphérique qui développe 725 chevaux. Cette cavalerie est transmise au sol par 4 roues motrices. 310 km/h en pointe, c'est utile pour circuler dans les villes limitées à 30 km/h, ce qui est le terrain de jeu favori de ce genre de véhicule. Le tout pour un tarif, avouez-le, presque discount, seulement 390 000 euros. Bon, super. J'ai 3 annonces à vous donner. J'ai demandé à mon ami qui a une concession Hyundai à Corbeil, Cap-Fournier, si c'était une courroie de distribution, une chaîne, pour les fameuses questions de Benoît. À partir de 2020, c'est une courroie de 10 ans, et avant, c'était une chaîne. C'est une chaîne, voilà, donc c'est une chaîne. Donc c'est une chaîne. À vous donner aussi rendez-vous cet après-midi à partir de 15h pour la 4e journée du Top 14. Et François Trio sera en direct délocalisé à Toulouse. Et puis vous avez rendez-vous à 13h. Juste après l'info avec l'émission In Vino, visite de la vallée du Rhône et de Tonnerre dans l'Yonne, avec entre autres invité Yann Chave, propriétaire du domaine Yann Chave.